Je me présente vraiment rapidement. Donc, moi, je suis Agnès Rivière, donc je suis chercheuse à l'École des mines de Paris, donc à l'université de PSL. Mes recherches, c'est vraiment entre l'hydrogéophysique et l'hydrogéologie. Et j'enseigne aussi donc, dans différents instituts à Paris 6, l'ENS et les mines, surtout l'hydrogéologie quantitative et la modélisation des ressources en eau. Donc moi, je suis Sylvain Hay, je suis maître de conférence à l'ENGES, l'École nationale du génie de l'eau et l'environnement de Strasbourg. J'enseigne beaucoup en hydrologie, en hydrogéologie et en modélisation et je fais ma recherche à l'ITES sur des problématiques de modélisation bassin versant. Donc la commande de M. Gaillardet, c'est un cours d'hydrologie, d'hydrogéologie et de modélisation en 1h30. Donc on va faire un tour de magie, on va y arriver. L'idée, c'est de partir de choses assez génériques pour que tout le monde s'y retrouve au départ. Donc on va partir sur une intro générale. Ensuite, on vous parlera de quelques éléments qui nous semblent importants. Donc on a choisi quelques éléments, on ne peut pas tout faire. Et ensuite, on basculera sur la modélisation. Et puis en fonction du timing, on prendra un petit temps pour vous parler de ce qui nous semble être des défis importants aujourd'hui. Et on rebouclera sur des notions qui ont déjà été abordées par Marie-Claire hier matin et sûrement Jérôme, mais on n'était pas là pour voir, donc on ne sait pas ce qu'il vous a raconté. C'est à cause d'Agnès, elle est arrivée tard à la gare. Dans nos rêves les plus fous, on aimerait bien avoir un cours dynamique où vous posiez des questions, parce que les cours ex cathedra où les profs expliquent aux élèves sans questions, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Donc n'hésitez pas à nous interrompre, à poser des questions, à nous mettre dans la difficulté, et ce sera d'autant plus agréable pour nous, n'est-ce pas? Donc introduction générale. Normalement, vous n'allez pas apprendre grand-chose sur les 2-3 premières slides, mais on voulait être sûr de partir sur des bases solides. L'eau sur la Terre, à peu près 1,4 milliard de kilomètres cubes. Ça fait un paquet d'eau, on ne va pas se mentir. 70% de la surface de la Terre occupée par les mers et les océans. À peu près 10% de la Terre couverte par des glaces et des banquises. Et beaucoup d'eau en phase vapeur dans l'atmosphère. Où est l'eau sur la Terre? Bon, il y a ce qu'on appelle l'hydrosphère, la géosphère. Si on regarde l'hydrosphère, il y a un peu plus de 97% de l'eau qui est salée dans les océans et les mers. Et ce qui va nous intéresser, ou ce qui nous intéresse le plus, c'est l'eau douce, et donc ça représente pas grand-chose. 2,8%. Si on regarde ces 2,8%, la répartition, il y a à peu près un peu plus de 70% glace et glaciers. Et puis ensuite, il y a 21% d'eau douce qui est contenue dans les eaux souterraines plus ou moins profondes. Donc là, il y a une distinction qui est faite entre les eaux souterraines plutôt de surface, on va dire. Alors après, les surfaces souterraines, les barrières sont un peu subjectives, mais bon, inférieures à 800 mètres, supérieures à 800 mètres. Et puis il y a un micro-pouillème qui est contenu dans ce qu'on appelle les eaux de surface, rivières, lacs, marais. Est-ce que vous savez pourquoi on met 800 mètres? Est-ce que vous savez pourquoi on met 800 mètres? À votre avis? Je sais Pourquoi on pas. met 800 mètres comme limite? Ouais, c'est en fait surtout économiquement, pomper plus bas, en fait, ça commence à coûter assez cher. Alors après, il y a des forages qui sont faits, et il y a aussi la qualité. Des fois, mais après, c'est pas pareil partout sur la Terre. Mais en tout cas, c'est une limite qu'on considère à partir de 800 mètres. Économiquement, c'est assez cher de pomper. Et aussi, généralement, la qualité de l'eau n'est pas propre à notre consommation. Ouais, moi, j'apprends des trucs pendant ce cours, c'est génial. Donc voilà un peu le panorama. Donc, du coup, on y reviendra un peu plus tard sur les grosses problématiques qu'on a. Mais voilà, il y a très peu d'eau douce sur la surface de la Terre. Et puis après, ce graphe-là, en fait, pose la question de l'accessibilité, de la disponibilité des ressources en eau pour les usages. Et voilà, comme le disait Agnès, il y a finalement assez peu d'eau qui est facilement disponible pour les usages. Donc, on arrive à l'objet qui va nous intéresser aujourd'hui, le cycle de l'eau. Comme je vous dis, on est parti du basique, on reprend le cycle de l'eau. Donc normalement, vous l'avez vu au collège, mais on va quand même le reprendre. Donc la définition un peu théorique du cycle de l'eau, c'est l'ensemble des processus de transformation et de transfert de l'eau. Transformation parce que l'eau, elle est présente sous ces trois phases, la surface de la Terre, du liquide, du gazeux, du solide. Et transfert parce qu'il y a tout un tas de processus qui vont vous faire bouger soit de l'eau vapeur, soit de l'eau liquide, soit de l'eau solide.
Vous avez une représentation qui est proposée du cycle de l'eau ici. Vous verrez que dans le graphe, dans la présentation, qu'il y en a d'autres. On en a trouvé d'autres. Chacun va représenter le cycle de l'eau avec son niveau de détail. Et concrètement, je ne vais rien vous apprendre, mais on va quand même le balayer. Le moteur du cycle de l'eau, c'est l'évaporation sur les surfaces océaniques. Donc cette évaporation va alimenter l'atmosphère en vapeur d'eau. Ensuite, cette vapeur d'eau, elle va se balader dans l'atmosphère en fonction de sa dynamique propre. Dans certaines conditions thermodynamiques, vous allez avoir de la condensation, donc formation de nuages et de gouttelettes dans les nuages. Et encore une fois, c'est beaucoup de thermodynamique qui va conditionner l'occurrence de précipitations, soit sous forme liquide, soit sous forme solide. Quand vous avez des précipitations solides, elles ne sont pas tout de suite disponibles pour l'écoulement. C'est-à-dire qu'il faut attendre le processus de fonte pour qu'il y ait d'autres processus d'écoulement qui s'activent. Quand vous avez des précipitations liquides, il y a un partage qui va se faire entre de l'eau qui va s'infiltrer dans le milieu souterrain et participer à l'écoulement dans la zone non saturée, potentiellement faire ce qu'on appelle la recharge des aquifères. Donc quand on a de l'eau qui traverse toute la zone non saturée et qu'atteint les aquifères, les nappes, ça dépend du vocabulaire que vous utilisez, c'est ce qu'on appelle le processus de recharge. Et vous allez avoir des écoulements souterrains qui vont se produire, qui vont être directement connectés à la surface. Vous allez vous balader sur le terrain, si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez été prélever des sources. C'est souvent de l'eau souterraine qui va ressortir, c'est ce qu'on appelle de l'exfiltration ou des résurgences. Vous avez des interactions entre les eaux souterraines et les stockages d'eau douce de surface, au niveau des lacs, des marais, des zones humides. Et puis cette eau, elle va s'écouler, puis elle va ressortir normalement, elle va retourner à un moment donné au point de départ, donc au niveau de l'océan. La part de précipitation qui ne va pas s'infiltrer va activer un certain nombre de processus, ça peut être du ruissellement de surface. Vous avez aussi de l'eau liquide qui vient de la fonte, qui va participer aux écoulements. Le ruissellement va se concentrer dans les rivières, vous avez des débits qui vont se produire dans les rivières qui vont revenir à l'océan, et puis vous pouvez avoir des interactions avec du stockage. Il y a un processus hyper important dans le cycle de l'eau, c'est l'évapotranspiration, qui est représenté, là vous avez l'évaporation physique sur le stockage d'eau douce, et puis là vous avez l'évapotranspiration. L'évapotranspiration, c'est le seul processus qui va reprendre de l'eau sur votre bassin versant et qui va la remettre vers l'atmosphère. Donc l'évapotranspiration, on y reviendra un peu plus tard, c'est la somme de l'évaporation physique et de la transpiration des végétaux. Et une fois que votre ruissellement ou votre écoulement souterrain revient au point de départ, les océans, on a bouclé le cycle et on a fait le tour. T'as quelque chose à ajouter, Agnès? Non. Tout va bien? Vous avez des questions? Vous apprenez des choses? Non. Tout va bien. Il y a Jean-Martial. Jean-Martial. Il ne pleut pas un peu sur le bord de la mer d'habitude? Il ne pleut pas sur le bord de la mer. Si, pourquoi? Il y a des pluies là? Oui, il y a des pluies partout. C'est pas parce qu'elle arrive que là qu'il n'y a pas des pluies sur l'ensemble des terres. C'est une représentation schématique. Combien t'estimes la part de l'évaporation dans l'évapotranspiration? Oh, il commence direct avec les questions touchy. Ça dépend de la couverture végétale déjà? Non, c'est une bonne question. C'est compliqué de séparer les deux. Sous couvert forestier, comme sur le 5 bar, après ça dépend du couvert forestier, ça dépend de son ouverture, ça dépend de la quantité du rayonnement qui va arriver au sol. Mais concrètement, sur le 5 bar, je pense que l'évaporation physique au sol, quand la plantation est dense, elle est assez limitée. Je dirais que c'est quelque chose comme 10-20%. Et c'est vraiment la transpiration qui va être dominante. Après, ça dépend du type de couverture. En milieu urbain, En milieu urbain, ça va être beaucoup plus d'évaporation physique. Sur les surfaces d'eau libre, il n'y a pas de transpiration puisqu'il n'y a pas de végétaux. Ça, c'est... Non. Alors après, cette présentation-là vous présente les processus de transfert. On peut regarder en fait le cycle de l'eau avec d'autres approches, notamment les réservoirs. Donc là, en gros, vous avez une représentation, c'est un article qui est intéressant d'Abbott en 2019. Il y a Jean Marcet, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a participé à cette publication, entre autres. Vous avez tous les réservoirs, enfin c'est présenté sous forme de réservoir. Donc vous avez les volumes, en fait. Alors c'est en 10 puissance 3 km3, mais les volumes qui sont stockés dans les différents réservoirs qui sont mobilisés en fait, dans le cycle de l'eau. Donc on retrouve l'océan, l'atmosphère, les couvertures glaciaires, les couvertures de neige, l'atmosphère au-dessus des surfaces terrestres. Et donc ça donne une idée un peu de la répartition en fait, des masses d'eau à l'échelle de la planète. Donc, bien sûr, le plus gros pool, c'est l'eau qui est stockée dans les mers. Mais après, si on regarde sur la partie continentale, on voit que le stock principal, c'est l'eau dans le milieu souterrain. D'où le gros intérêt de s'intéresser à l'hydrogéologie, n'est-ce pas Agnès? Et puis on voit que l'écoulement dans les rivières, par exemple, c'est que 1,9 10 puissance 3 km3 par rapport au stock d'eau souterrain, encore une fois.
c'est des choses qui sont assez limitées. Donc ça permet d'avoir une idée de la répartition en fait dans ces différents réservoirs qui sont interconnectés, qui communiquent par tout un tas de processus, mais c'est une autre vision finalement, une autre vision du cycle de l'eau plutôt sur la base des stocks plutôt que sur la base des transferts. Alors le cycle de l'eau. J'ai une question. Excuse-moi. Sur la partie eau souterraine, c'est la distinction renouvelable et non renouvelable. En fait, puisque plus c'est profond, en fait, pour pouvoir avoir, il faut que tu aies une connexion avec la surface pour pouvoir avoir un stock qui rentre ou des infiltrations. Et donc, si tu as des infiltrations depuis le haut vers le bas, tu vas rencontrer plein de zones qu'on va appeler des aquitars. Donc, du coup, tu en as peu. Et après, il faut vraiment que tu aies. Faut que tu imagines comme des piles d'assiettes un peu. Et donc, tu en rajoutes à ce zone de recharge. Donc, d'ici que ça recharge ce qui est très profond, tu vas mettre beaucoup de temps en fait. C'est pour ça que souvent, alors, sur la pluie de Volvic, c'est pas vrai. Ils te disent que l'eau a des millions d'années. Je sais plus ce qu'ils racontent, mais c'est pas. Leur eau, elle est beaucoup plus jeune. Mais il y a des endroits en fait, où l'eau est vraiment très ancienne. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle n'est pas renouvelable, parce qu'en fait, il faut vraiment beaucoup de temps avant de réussir à la recharger. C'est lié à la notion de temps de résidence dont on va parler un peu plus tard. Sûrement que Jérôme vous en a parlé. Effectivement, l'eau renouvelable, c'est l'eau que tu considères que tu peux l'utiliser pour des usages humains. Et c'est un volume d'eau en fait, qui, à l'échelle annuelle ou à l'échelle interannuelle, potentiellement ton stock va se remplir en lien avec le processus de recharge. Quand tu as des aquifères qui sont très profonds, voire des aquifères fossiles, comme disait Agnès, la recharge elle est hyper longue et donc on considère que c'est pas renouvelable parce que si tu l'utilises, en fait, tu vas taper dans un stock qui va mettre trop de temps finalement à se remplir après. Ta question est bonne parce que sur les schémas, souvent, justement dans l'hydrogéol, généralement les gens s'en fichent un peu, ils mettent des trucs comme ça, tout simplifié, tout homogène, alors que on vous montrera après, mais en fait c'est complètement hétérogène, donc c'est pas aussi simple que ça en fait. C'est quoi les échelles de temps à peu près de la recharge de ces Et ça on va les montrer après. On a des graphiques. La réponse est, comme on est tous les deux normands, une bonne réponse de normand, ça dépend. Oui, ça dépend. Ouais. La nappe d'Alsace, où tu as le toit de la nappe qui est à 3 mètres de la surface, la recharge, ça peut être un processus qui est relativement rapide. Et puis quand tu vas dans le souterrain profond, y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte et qui font que la recharge, ça peut être quelque chose de quelques milliers ou dizaines de milliers d'années. Donc ça dépend vraiment des caractéristiques de ton milieu souterrain. Et de la profondeur de ta nappe. Bon, le cycle de l'eau, on nous a mis au centre de la zone critique. Encore une fois, j'imagine que vous n'allez pas apprendre grand-chose là-dessus, mais l'eau, c'est un élément essentiel à l'activité biologique et à la vie. Si on n'avait pas d'eau, on serait un peu dans la misère. Et bon, ça dépend, Damien, il arrive à survivre avec que de l'alcool, mais ça, c'est un autre problème. Le cycle de l'eau, il est associé à beaucoup d'autres grands cycles. Le cycle du carbone, notamment, le cycle de l'azote, le cycle du phosphore, des cycles énergétiques. Et tu pourrais mettre aussi le cycle de l'alcool, en fait, parce que sans eau, il n'y a pas d'alcool. Sans eau, pas de bière. Mais du coup, encore une fois, j'imagine que Jérôme vous en a parlé hier, associé au transfert d'eau, il y a des transferts de matières dissoutes, il y a aussi des transferts de matières solides, processus d'érosion. Et donc du coup, le cycle de l'eau, il va être important pour comprendre les processus de géochimie, pour comprendre les processus de géomorphologie. L'eau, c'est essentiel pour le fonctionnement des plantes. Vous verrez quand vous baladerez que les arbres qui sont secs, ils souffrent. Donc c'est vraiment un objet qui a l'air simple comme ça, mais qui va être connecté à tout un tas d'autres choses qui sont intéressantes pour les gens qui essayent d'aborder la zone critique dans son ensemble. Et puis l'eau, encore une fois, vous n'allez pas apprendre grand-chose, mais c'est au centre de très nombreuses problématiques actuelles. Marie-Claire a parlé du dérèglement climatique. Il y a des grosses questions sur la gestion quantitative et qualitative des masses d'eau, donc on fait la différence, même si c'est très lié, entre le quantitatif et le qualitatif. Les histoires d'inondation, sécheresse, plutôt dans le quantitatif. Qualitatif, les métabolites, les pesticides, les algues vertes, il y a plein de choses, donc on va vous montrer quelques exemples après. Un lien direct entre le cycle de l'eau, les volumes d'eau disponibles et la biodiversité des écosystèmes. C'est vrai pour les écosystèmes forestiers, c'est vrai pour tous les écosystèmes aquatiques. L'année dernière, en 2022, sécheresse historique, débit dans les rivières au plus bas, des températures qui montent. Donc ça pose beaucoup de questions sur les habitats, sur même la survie d'espèces dans les rivières. J'ai parlé des extrêmes, inondations, sécheresse. Il y a beaucoup de questions en lien avec la production d'énergie. Comment on fait quand on veut produire l'hydroélectricité et qu'il n'y a pas de neige dans les montagnes? Comment on fait pour refroidir des centrales quand il n'y a pas de débit dans les rivières? Et que la température est trop chaude.
Pardon? Et que la température est Et trop que la chaude. température est trop chaude. L'eau et l'agriculture, irrigation, bassine, bon voilà. Donc des sujets Et on vous a passionnants. On vous a pas mis un truc, mais il y a le Nexus maintenant eau, énergie et alimentation qui est sorti en 2011 et qui maintenant va de plus en plus faire Le lien. le lien. Parce qu'en fait, tout est lié. Tout est lié. Un petit quiz d'Agnès. L'eau requis pour la production du café de ce matin, d'un kilo de concombre, d'un verre de bière, d'un kilo de bœuf, d'un litre de bioéthanol d'une voiture. Quelqu'un qui a des ordres de grandeur en tête de ça? Ah, je connais des prénoms. Guillaume, l'autre. Ouais, tu fais de la microbio, on va parler du concombre pour toi. Ça n'a rien à voir, mais bon. Oh, les clichés. Bah, il faut faire un peu dans le cliché, non? La bière? Ouais, ça peut être la bière avec les ferments. On te garde la bière pour toi, Valentine. Moi, je dis 50 litres pour le concombre. 50 litres pour le concombre. Pour la bière? Oh là là, la bière, la culture, ça demande beaucoup d'eau. Je sais pas. Moi, je dirais moins que 50 litres. Non, allez, 70 litres. 70 litres. Quelqu'un se lance sur le bœuf et sur la voiture? Plus, beaucoup Allez. plus. 180 litres pour un kilo de bœuf? Je pense que ce sera Plus? La voiture? Pour le bœuf, 1000. Ça enchaîne. Allez, on donne les réponses. Donc, une tasse de café, on est sur à peu près 130 litres, le concombre 350, la bière 74. Un kilo de bœuf, 15 000. Et si vous cherchez d'autres trucs, il y a tout sur Water Footprint. Et normalement, ils sont censés vraiment partir du moment où vous avez la graine, pour faire germer la graine, jusqu'à la production. Donc en fait, c'est pour ça que par exemple pour le café, c'est assez énorme parce que c'est pas juste l'eau que vous foutez dans le café en fait. C'est vraiment aussi l'eau qu'il a fallu pour faire pousser la graine. La voiture ramenée au kilo, c'est pas tant. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait regarder le prix au kilo, mais... Bon, voilà, c'est des ordres de grandeur pour que vous soyez familier avec ce genre de choses. Mais un vélo, c'est pareil, hein, c'est assez énorme aussi. Hein. Ouais. Bah, c'est production hein, du métal et... Du caoutchouc, des pneus. Ouais. Bon, des exemples, on en a déjà parlé. Mais juste pour vous illustrer ça avec des images. Problématique de sécheresse et d'inondation. Été 2022, bon, vous avez une observation en fait des assecs, donc c'est les rivières qui deviennent sèches. Été 2022 avec des pourcentages en fait des pourcentages d'observation d'assecs. À l'échelle de la France, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de régions où il y avait des rivières qui étaient complètement asséchées par l'été 2022, qui était encore une fois historique, hein, historiquement bas. C'est un des deux étés les plus chauds qui a été mesuré depuis 1900. Sachant que celui de 2023 s'annonce sympathique. À l'inverse, les aspects inondations, on aurait pu prendre, on a pris les exemples de Paris, mais récemment, en fait, il y a eu des inondations catastrophiques au Pakistan, avec des millions de personnes qui devaient vivre sous l'eau. Alors le Pakistan, en plus, il y a des histoires de niveau de la mer qui fait que les inondations ont du mal à s'évacuer généralement. D'autres actualités, bon, on a parlé des bassines. Je ne sais pas si vous voudrez en parler, c'est un sujet qui est hautement politique et assez tabou, enfin pas tabou, mais assez compliqué. Bon, on pourra en parler si vous voulez, mais directement lié à de l'hydrologie, à de l'hydrogéol, à des problématiques socio-économiques, d'agriculture. Et sociétaux, des compétitions. Et sociétaux, d'usage, et de justice sociale, parce que qui a accès à cette eau? Situation des nappes au 1er mai 2023. Alors le code couleur vous cause peut-être pas. En bleu, c'est très haut. En rouge, c'est très bas. Et modérément bas, c'est jaune. Donc c'est une cartographie qui a été faite par le BRGM au 1er mai 2023. Vous voyez qu'il y a pas mal de jaune, orange et du rouge. Les niveaux de nappe bas à la fin du printemps, ça veut dire que potentiellement les étiages en juillet, août, septembre, ils vont être costauds. Et vous voyez qu'il y a tout le pourtour méditerranéen qui est déjà dans le rouge. Il y a déjà des alertes sécheresse, des restrictions d'usage qui sont quasiment au degré le plus élevé, alors qu'on n'est pas encore rentré dans l'été. Vous voyez que le bassin parisien, il n'est pas...
Pas top. Il n'est pas top top. Bon, après, il y a des régions qui sont dans des phases plutôt hautes, mais concrètement, il y a quand même des zones en France où on va avoir des soucis cet été, normalement. Et du coup, là, on regarde le niveau des nappes renouvelables, pas des nappes. Voilà, on regarde le niveau des nappes, le niveau Oui. piezo, en fait. Ouais, Et tu regardes le des niveau... nappes qu'on utilise en fait, Ouais. soit pour l'AEP, soit pour l'agriculture, soit pour les industriels. Sur les nappes très très profondes, en fait, on n'a pas forcément beaucoup de mesures dessus, quoi. Ça va être surtout la géothermie qui va avoir des mesures, mais voilà, ça peut pas en avoir. Parce que pour connaître un niveau de nappe, il faut qu'il y ait un piézomètre qui permet d'avoir le niveau de la nappe. Dernier point, ici sur cette diapo, la qualité des eaux souterraines. Bon, j'ai pris la Bretagne, mais j'aurais pu prendre l'Alsace. Hein. Il y a Rémi qui travaille à la Prona, qui pourrait vous parler de la qualité de la nappe d'Alsace. Contamination au nitrate historique, des bons polluants éternels, là, la trazine et tout le tralala. Du métolachlore, des métabolites de métolachlore, en veux-tu, en voilà, dans tous les pompages. Le souci, c'est qu'à un moment donné, comme on utilise majoritairement l'eau souterraine pour mettre ça dans les robinets, ça pose un certain nombre de questions sur comment on va faire pour générer de l'eau potable, le coût du traitement, comment on fait pour prévenir ces pollutions. Donc vraiment, il y a énormément de problématiques en lien avec la qualité des eaux souterraines et de surface. Crue de Paris, voilà, je vous ai montré le Pakistan, mais Paris, ces dernières années, n'a pas été épargné. Deux grosses crues en juin 2016 et en janvier 2018, avec des coûts en fait associés, des coûts des dommages qui sont assez conséquents. Pour ceux qui sont familiers avec Paris, voilà, les quais de Seine étaient peu praticables, sauf si vous avez un kayak. Et puis après, le cycle de l'eau, c'est associé à plein d'autres choses. Vous aurez un cours d'écophysiologie ou de, je ne sais plus comment vous avez appelé ça, d'écophysio. Marie-Claire en a parlé, associé au phénomène de sécheresse. Il y a des grosses questions par rapport à la mortalité des forêts. Le fait que les forêts, enfin que les arbres n'aient pas accès à suffisamment d'eau, alors, si on atteint des températures très fortes, ils peuvent caviter et mourir directement du fait de manque d'eau et de l'augmentation de la température. L'autre souci, c'est que quand ils n'ont pas d'eau, ils sont affaiblis, et quand il y a des parasites qui traînent, comme sur le Stringbar, les arbres affaiblis sont souvent ciblés par les parasites, et ça pose des gros problèmes. Alors là, j'ai pris une carte de l'ONF qui cible sur l'est de la France, mais vous voyez que tout le massif des Vosges et le Jura, il y a des dépérissements et des mortalités qui sont très très importants. Et donc ça pose des questions sur les forêts de demain, comment les gérer en lien avec les cycles hydro et la disponibilité de l'eau. Risque incendie, forcément, il fait chaud, il fait sec. Les incendies qui explosent, il y en a plein en ce moment au Canada, mais il y a le Portugal qui a cramé il n'y a pas longtemps, il y a tout le pourtour méditerranéen qui va potentiellement devenir un brasier avec toutes les conséquences sur le cycle du carbone et sur les dommages aux différentes infrastructures, aux humains et tout ça. Et puis l'impact sur la biodive, on en a parlé, les assecs. Quand il n'y a pas d'eau, les poissons, ils ne sont pas fans. C'est un petit raccourci, mais voilà, il y a cet été, voilà, typiquement, ça c'est une rivière phréatique d'Alsace. La nappe d'Alsace, elle est connectée, il y a des zones spécifiques où elle est très connectée au réseau de surface. Quand la nappe baisse, plus dans les rivières, disparition d'habitat. Et si les arrêtés sécheresse ne sont pas pris suffisamment tôt pour qu'il reste de l'eau en fait, dans les rivières ou dans les rivières phréatiques, du coup, là, il y a des conséquences sur la biodiversité qui sont assez importantes. Panorama horrible. Dépression. On enchaîne ? Oui, on enchaîne. La science. Bon, ce cycle de l'eau, c'est le cycle de l'eau naturel. Il manque quelque chose là-dessus, c'est l'humain. Il y a des notions qui émergent de plus en plus, là, l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise, pour représenter en fait l'eau qui est utilisée par les humains, soit pour des activités agricoles, soit pour de l'eau potable et des activités industrielles, soit de l'eau qui est rejetée dans les milieux naturels, c'est ce qu'on appelle l'eau grise. Il y a plus des 3/4 des surfaces terrestres sans glace qui sont impactées par des activités humaines aujourd'hui. Et donc en fait, le cycle de l'eau qui est présenté ici, il est très très fortement simplifié, sachant que du coup, il y a les problématiques de dérèglement climatique qui vont s'imposer dessus. Donc aujourd'hui, j'ai pris le même graphe que tout à l'heure, il y a des quantifications qui sont faites de l'impact de l'humain en fait, sur le cycle de l'eau. Donc vous avez les mêmes flux que je vous ai présentés tout à l'heure, mais surimposés dessus les volumes qui correspondent à l'usage humain. Et ce qu'on voit en fait, c'est que du coup, si on fait la somme de tous les usages humains, on arrive à peu près à 24, toujours la même unité, mais c'est par an.
Et on voit que par exemple le débit total dans la rivière c'est 46. Donc en gros ça veut dire que l'utilisation humaine de l'eau représente à peu près la moitié de ce qui coule dans les rivières, ce qui est considérable. Et il y a d'autres façons de le représenter, où vous avez du coup tous les impacts humains qui sont représentés. Donc c'est quelque chose qui est assez... Dans les cours d'hydro, généralement, on utilise plutôt la première représentation, mais il ne faut pas oublier que caché derrière le cycle de l'eau, il y a les usages humains qui posent tout un tas de problèmes. La science, donc on avance. À toi, Agnès, je te passe la main sur la suite, si vous n'avez pas de questions. Donc on va continuer sur l'hydro, mais là en plus... si vous le ça ouais. Déjà, on va regarder ce que c'est qu'un bassin hydrologique. Donc je sais qu'hier matin, vous avez tous vu ce que c'était. Marie-Claire vous a présenté ce que c'était qu'un bassin. Donc, généralement, un bassin versant, on va vous dire que c'est défini par rapport à la topo. Mais ça, en fait, ça marche surtout pour l'hydrologie. En hydrogéologie, on a plus de difficultés, puisqu'en fait, on ne sait pas définir un bassin versant. Donc c'est très difficile. À part si on est comme ici, on a vraiment des portes assez fortes. Mais quand on est dans des endroits un peu plats, en tout cas sur Paris, moi je travaille surtout Paris, c'est un peu plat, et ben on ne sait jamais dire est-ce que ma limite elle est là ou là, c'est un peu difficile à définir. Donc dans un bassin, on va appeler ce qu'on appelle des sous-bassins versants. Donc en fait, à chaque fois que vous avez deux affluents qui vont se connecter, on va dire que ça forme un bassin versant. Donc on peut en mettre des milliers. Hein. Comme à chaque fois que vous avez un bassin versant, vous pouvez définir des sous-bassins versants. Et ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va prendre ces précipitations-là, qu'on va distribuer sur le bassin. On va voir aussi l'évapotranspiration qu'on va devoir quantifier. On va voir les entrées-sorties superficielles, parce que vous allez très bien avoir des rivières qui vont s'interconnecter. On va avoir aussi des échanges avec le souterrain. Et ce qui est important à la fin, c'est de faire le bilan entre les entrées qui vont être égales aux sorties, plus la différence de stock. Donc on ne va pas vous montrer des équations très compliquées, mais en fait, il faut vous dire, dans n'importe quelle équation que vous avez, généralement en géosciences, vous avez toujours un terme qui va être lié au stock, un terme qui va être lié à la vitesse d'écoulement. Et le but, c'est à la fin d'avoir un bilan entre les entrées qui vont être égales à la sortie pour la différence de stock. Donc toutes les équations que vous verrez, ce sera cette équation-là au final, que vous verrez avec peut-être des gradients, des choses comme ça, mais en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'un bassin versant, surtout si vous faites de l'hydrologie, souvent on peut vous dire que c'est comme un compte bancaire. En fait, le but, c'est que ce que vous gagnez comme argent, vous allez faire en sorte que ce que vous allez dépenser, c'est moindre, sinon ce sera découvert. C'est un peu la même chose pour un bassin versant. Si on utilise plus d'eau que d'eau qui rentre, il y a un moment, on va être à découvert, on aura donc des problèmes de stock. Donc pour le bassin versant, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour savoir pourquoi c'est pas si simple que ça de définir donc, un bassin versant hydrogéologique, si vous prenez une goutte d'eau qui tombe, donc, pour les hydrologues, généralement, la goutte d'eau va se partager en deux. Chacun va partir du côté de son bassin versant et elle va alimenter une rivière. Pour les hydrogéologues, c'est un peu plus difficile que ça, puisqu'en fait, si vous avez des formations imperméables, donc là c'est très simplifié, mais en fait, vous voyez que la goutte d'eau qui est tombée du côté gauche, elle va arriver dans la rivière de droite, et pas dans la rivière de gauche. Et donc c'est pour ça que pour nous, c'est assez compliqué de définir vraiment un bassin versant. Parce que ça va être vraiment lié à l'hydrogéologie, et on peut aussi bouger les limites des bassins versants par rapport à des usages humains, comme des pompages. Et là, en plus, je vous ai mis une rivière où, comme si la limite de partage des eaux était vraiment sous la rivière, c'est vraiment une vision simplifiée, c'est complètement faux, et partout où vous aurez des hétérogénéités, vous verrez que ça n'a rien à voir. Donc la limite qu'on met vraiment bien droite sous la rivière, elle n'a pas lieu d'être. Et donc sur cette slide, on vous a mis un peu tous les processus qui existent. Donc il y a tout le monde sait qu'il y a des ruissellements. Je ne sais pas si je vais tous les dire. Vous avez donc par exemple ici l'infiltration. Vous allez avoir de la percolation au sein de la zone non saturée pour arriver jusqu'à la recharge des nappes. Donc souvent quand on dit j'ai fait le partage entre la pluie, l'infiltration et le ruissellement, et l'autre c'est l'infiltration qui va rechercher la nappe, c'est pas vrai, parce que l'infiltration qui va arriver dans la zone non saturée, avant qu'elle arrive à la nappe, il va se passer pas mal de choses. Et on n'a pas forcément l'infiltration qui va être égale à la recharge de la nappe, et surtout elle va mettre un certain temps avant d'arriver à la nappe. Et donc en fait, au final, par rapport au bilan que je vous ai montré tout à l'heure, qui avait l'air assez simple, et ben c'est pas si simple que ça. Il y a quand même pas mal de processus qui vont intervenir avant de réussir à faire donc, le cycle de l'eau et le reproduire dans un modèle. Donc on s'est dit quand même, on était un peu embêté de ne pas vous mettre d'équation. Surtout Olivier m'a dit, quoi, t'as pas mis la loi de Darcy, ça va pas du tout. Et donc on s'est dit, on va quand même vous présenter vite fait la loi de Darcy.
Donc la loi de Darcy, en gros, déjà, pour savoir que l'eau circule, parce que souvent les gens pensent que l'eau suit toujours la pente des sols, en fait, l'eau elle va suivre plutôt la pente de l'eau. Donc elle va toujours aller d'un point haut vers un point bas. Parce que c'est un peu une feignante, l'eau, elle va toujours essayer de trouver le parcours le plus simple. Donc là, je vous ai mis une petite colonne. On pourrait penser que c'est comme un bassin versant avec un endroit où vous avez donc une recharge ou une rivière et une autre rivière de l'autre côté, et ça vous fait ce qu'on va appeler un gradient de charge. La charge, c'est la hauteur d'eau que vous aurez, par exemple, dans votre aquifère, dans votre nappe ou dans votre rivière. Et donc déjà, ce qu'avait vu Darcy, c'est quand on met une différence, on voit qu'il y a une circulation qui va se créer. Il a essayé de comprendre comment cette circulation, à quoi elle est liée et comment on va pouvoir faire varier le débit. Donc là, par exemple, si vous changez la... Alors, je ne vais pas y arriver avec ce truc. Si vous changez la section de votre colonne, vous mettez un S1 qui va être plus petit que la S2, on va voir déjà que le débit va être donc plus important de ce côté-ci que de l'autre côté. Et donc on peut retenir donc, que le débit est fonction de la section. Ensuite, là vous avez un échantillon, je ne vais pas y arriver, de roche. Et donc du coup, s'il est plus long, en fait vous allez avoir plus de résistance. Et donc le débit va être moins sur le côté droit parce que vous avez un échantillon qui va être plus long. Ensuite, si on regarde aussi par rapport à la différence de charge, si je prends une différence de charge plus grande, en fait vous aurez une pente plus grande, donc vous aurez plus d'écoulement. Là, vous avez plus une grande différence de charge, donc sur le côté droit. Et ensuite, si vous changez le matériau, en fonction de la permittivité de votre matériau, l'eau va circuler plus ou moins vite. Et donc, à la fin, ce qu'il en a déduit, c'est que le débit, c'est égal à la section fois la perméabilité. Donc, c'est un paramètre qui va permettre de définir à quelle vitesse l'eau va avancer dans le matériau. Donc, la différence de charge, donc le gradient de charge, c'est la pente de l'eau en fait, entre les deux points. Donc, c'est delta de H sur L. Et donc voilà, vous avez en fait la loi de Darcy qu'on utilise partout. Alors après, il y a plein d'hypothèses où on ne peut pas l'utiliser, mais nous, on va vous montrer le cas simple où on peut l'utiliser. Et bien, on a un problème dans notre présentation, mais bon, tout est collé. Donc la loi de Darcy, elle est bien, mais bon, elle fonctionne surtout en régime permanent, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une variation de stock, et là, vous voyez bien qu'il n'y a aucun terme qui fait varier un stock. Et donc, ce qu'on va appeler, c'est l'équation de la diffusivité, où là, on va avoir une variation de stock. Donc là, je vous ai mis le coefficient d'emmagasinement. Mais en fonction du type de nappe, on ne va pas vous parler des types de nappes, on ne va pas forcément utiliser le même coefficient. Mais il faut savoir que quand on veut faire du régime transitoire, on va forcément mettre un terme qui va faire varier H en fonction de T. Et je vous ai mis aussi l'équation de Saint-Venant pour les rivières. Et c'est un peu pareil, hein, vous allez avoir un terme qui va être donc fonction de la vitesse et un terme en fonction du temps. Bon, je ne vais pas y arriver. Et donc après, tout à l'heure, Sylvain vous a montré les différents compartiments qu'on peut avoir. Et en fait, chaque compartiment va avoir son temps de résidence. C'est un peu la question de Guillaume, il me semble, tout à l'heure. Donc par exemple, dans les calottes glaciaires, on va estimer que l'eau va rester entre 16 000 et 1600 ans. Dans les océans, on va être entre 2500 et 3100 ans. Dans les eaux souterraines, donc là, on a pris les eaux souterraines qui sont renouvelables. On va être plutôt entre 300 et 1400 ans. Ensuite, on va avoir donc, les lacs d'eau douce. Donc là, ça va être de 1 à 1000 ans. Ça va dépendre de la taille de votre lac et sa profondeur. Les sols, c'est généralement annuel. Les cours d'eau, c'est plutôt journalier. Et l'atmosphère, c'est encore un peu plus petit, entre 8 et 12 jours. Donc ça, c'est vraiment des choses à l'échelle globale. Hein. Ce n'est pas le cas sur tous les observatoires et partout dans le monde. Après, qu'est-ce que ça va avoir comme incidence? Parce que là, on va bien parler des temps de résidence. Vous allez avoir aussi les échelles de temps et d'espace. Et donc là, c'est un schéma qui a été fait pour montrer qu'en fonction de là où vous regardez et à l'échelle où vous vous situez, vous n'allez pas forcément voir les mêmes processus. Par exemple, pour tout ce qui est atmosphérique, ça va être plutôt de l'ordre de la seconde. Après, si vous regardez ce qui va se passer au niveau donc, des événements extrêmes, il faudra plutôt regarder si vous faites des mesures à l'échelle horaire. Et si après vous regardez ce qui se passe dans les rivières, ce sera plutôt au pas de temps subhoraire, journalier. Et après, pour les aquifères, ça sera plutôt dans le pas de temps donc, de la semaine, voire du mois, voire de l'année. Donc ça, c'est pour vous donner un peu l'ordre des temps caractéristiques qu'on peut avoir dans les différents compartiments des bassins. Et donc là, vous avez aussi sur ce côté-là donc les différentes échelles, donc l'échelle locale, en fonction de l'échelle où vous regardez. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment pour savoir que si vous voulez regarder des études, en fait, quel type de données il vous faut et surtout à quelle échelle spatiale et temporelle. Donc là, on vous a remis le cycle de l'eau de Jérôme qui n'aime pas. Donc maintenant, il faut mettre une nappe avec des échanges nappe-rivière.
Donc le cycle de l'eau, donc généralement on dit que c'est un cycle fermé à l'échelle planétaire. Les processus sont très dynamiques et il y a surtout beaucoup d'interactions entre chaque compartiment. Les temps caractéristiques sont très différents, ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Et il y a aussi une variabilité spatio-temporelle qui est assez forte et aussi des fortes non-linéarités. On va vous expliquer quelques exemples tout à l'heure. Et en fait, il y a aussi un point qu'on a des difficultés, c'est qu'on ne sait pas forcément mesurer chaque compartiment et aussi chaque interface. On n'a pas de mesure directe. Certains oui, et d'autres compartiments, on ne sait pas du tout comment les mesurer sur le terrain. Donc pour les mesures, je ne sais pas si hier vous en avez vu quelques-uns, mais la mesure la plus simple qu'on sait mieux faire depuis très 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 longtemps, c'est évidemment la pluie, ça on sait la mesurer. On sait mesurer aussi les débits en rivière, donc ça vous avez sûrement vu le seuil, que certains ont dû voir le seuil hier. Donc là c'est pareil, hein, c'est la même chose sur l'Orgeval, mais c'est le même principe. Vous avez un seuil qui vous permet de connaître qu'on a taré au début, et en mesurant la hauteur d'eau, on arrive à savoir le débit de la rivière. On va avoir aussi des puits, donc ça c'est souvent les gens qui vont avoir construit soit un puits dans leur jardin, soit des puits d'AEP. Et on va voir ce qu'on appelle aussi les piézomètres. En gros, c'est des trous dans lesquels on va mesurer, donc on va crépiner, donc on va faire des petits trous dans ce tube pour mesurer la hauteur de la nappe. Et donc ça, c'est un peu les données qu'on peut appeler les données conventionnelles en hydrogéologie et en hydrologie. C'est vraiment les trois types de mesures que vous allez avoir assez facilement un peu partout en France, sur la base de données ADES ou sur la banque Hydro. Donc ça, c'est à peu près généralisé partout. Ce qu'on vous a montré tout à l'heure, en fait, une chose qui est vraiment importante à savoir, c'est qu'en fait, par exemple, les pluies ne sont vraiment pas du tout homogènes sur un bassin versant. Donc vous allez avoir une très grande hétérogénéité sur le bassin versant et qui n'est pas si simple que ça à mesurer. On peut aussi avoir donc, des champs, là vous avez des champs de perméabilité qui peuvent aussi être très hétérogènes. Et tout ça, en fait, il faut savoir comment les mesurer et comment les représenter dans un modèle. Et ce qui est en fait des grandes questions qu'on se pose à chaque fois, c'est savoir est-ce que le nombre de fonctions que je prends vont être assez représentatifs de mon bassin versant? Est-ce que mes mesures me permettent vraiment de mesurer l'hétérogénéité de mon bassin versant? C'est des questions qu'on se pose tout le temps et on n'est jamais sûr de ce qu'on fait en fait. Et le souci, c'est que par rapport aux mesures conventionnelles qu'on vous a présentées avant, très souvent en fait c'est des mesures qui sont ponctuelles, donc qui vont te donner une information localement. Et quand tu as des processus comme ça qui sont hautement variables dans l'espace, tu n'es jamais sûr que... Alors une mesure, tu es sûr que tu ne vas pas capter l'hétérogénéité, mais même avec un réseau de mesures qui est dense, des fois se pose la question de savoir si ce réseau permet ou pas de capter en fait la variabilité. Typiquement les précipitations, quand tu as des phénomènes d'averse ou de front, si le front, je vais juste piquer ça, si ton point de mesure il est ici et si ton front il arrive du sud-ouest et il traverse et il passe pas en fait par ton point de mesure, l'averse tu vas pas être capable de la mesurer. Donc il y a toujours cette question en fait de comment, à partir de ces mesures conventionnelles qui sont souvent ponctuelles, comment on fait après pour essayer de caractériser des choses qui sont très variables. C'est vrai pour la précipitation, mais c'est aussi vrai pour les champs de perméabilité. Donc là vous avez une carte avec un champ de perméabilité, donc c'est des caractéristiques du milieu souterrain. Quand tu fais des forages ou des piézomètres, encore une fois, tu vas avoir une information locale. Et ce que disait Marie-Claire, dans l'idéal, on aimerait bien faire des trous tous les 5 mètres pour pouvoir caractériser le milieu souterrain, sauf qu'après, tu vas tellement modifier ton milieu, tu vas en faire un gruyère, que finalement, par la mesure, tu vas modifier la réponse de ton système. Donc c'est ce que disait Agnès. Comment on fait pour, à partir de mesures ponctuelles, caractériser des champs qui sont variables comme ça? C'est une question qui est toujours d'actualité, hein. L'hétérogénéité, on en parle et je pense qu'Olivier vous en parlera. Hein. Ça impacte les chemins de l'eau, ça impacte les temps de résidence. Il y a de plus en plus de développement méthodologique qui existe, notamment nos collègues hydrogéophysiciens qui vous font une présentation demain et qui vous expliqueront qu'ils arrivent à caractériser tout ça. Mais ça reste en fait un challenge de bien intégrer dans les modèles et au niveau de la caractérisation ces variations spatiales. Une remarque pour la pluie, il existe quand même les radars météo qui permettent... Oui. Il existe, ça c'est des images radar. Donc effectivement, les mesures météo, maintenant, elles sont faites par radar. Il y a des radars qui permettent de mesurer ça. L'évolution temporelle et spatiale des champs de précipitation. Donc c'est vrai ce que tu dis que maintenant les Vigicrues et tous les services d'alerte notamment s'appuient sur des images radar pour faire de la prévision de débit. Bon, du coup, pour ces problématiques de champs spatiaux, on vous montre un exemple simple, hein, les histoires de précipitation, comme dit. Généralement, sur un bassin versant, on va avoir quelques stations de mesure ponctuelles. Et souvent, alors après, ça dépend des approches de modélisation ou des approches de calculatoires que vous faites. Mais souvent, ce dont on a besoin, au moins pour les approches simples, par exemple le bilan hydrologique que vous a présenté Agnès, c'est d'avoir une idée de ce qu'on appelle la pluie de bassin, donc la pluie moyenne qui va tomber sur votre surface d'étude.
Et donc il y a énormément de techniques qui existent pour passer de quelques mesures ponctuelles à une valeur moyenne qui est pertinente. C'est ce qu'on appelle la spatialisation de la pluie. La méthode la plus courante et la plus simple à comprendre, c'est ce qu'on appelle la méthode de Thyssen, qui est l'approche un peu niveau zéro pour faire ce genre de travail, qui est basée sur une approche vraiment très géométrique de distance. En fait, Thyssen, il a juste tracé des médiatrices en fait, entre les différents points, et il affecte en fait des parties de l'espace. Il affecte la mesure qui est faite en un point à une partie de l'espace en fonction des médiatrices. Donc concrètement, il a tracé ici par exemple la médiatrice entre le point 4 et le point 1. Tous les points qui sont à droite de cette médiatrice-là, elles sont plus proches de 1 que de 4. Donc on va dire que tous les points qui sont au-dessus de la médiatrice, on va pouvoir leur affecter la valeur P1. Et inversement, tout ce qui est sous la médiatrice entre 4 et 1, c'est plus près de 4 que de 1. Donc on va affecter la valeur de 4 à toute cette zone-là. Donc ça permet de définir des zones d'influence. Ici, vous aurez la zone d'influence de 4, la zone d'influence de 3, la zone d'influence de 2, la zone d'influence de 1. Et après, on peut faire des moyennes pondérées où on va intégrer les surfaces de polygones dans le calcul de la pluie de bassin. Donc ça, c'est une version très simple. Il y a d'autres versions où on peut prendre en compte l'altitude. Il y a d'autres versions où on peut commencer à faire des géostats, du crigeage pour générer des champs spatiaux qui sont cohérents par rapport aux mesures ponctuelles et qui vont respecter un certain nombre de caractéristiques statistiques en fait, de vos champs. Donc on n'a pas le temps de vous faire un cours de géostat ou de calcul de pluie de bassin, mais c'était juste pour vous illustrer un peu cette problématique. C'est la même chose sur le bassin versant du string bar. Il y a une station à la crête, il y a une station à l'exutoire. Et entre les deux, vous avez une topo qui est assez marquée, où vous pouvez avoir des régimes de précipitation qui évoluent. Et on se pose la question de savoir comment on fait pour intégrer l'effet de la topographie sur la précipitation et dans le calcul de la pluie de bassin, prendre en compte les deux stations qui sont sur la crête et sur le sommet. Pardon ? Il nous reste 30 minutes. Super, on va aller vite. Donc, les histoires de non-linéarité. Concrètement, pour faire simple, il y a deux grands processus qui sont très non-linéaires dans le cycle de l'eau et dans les processus qu'on vous a présentés. L'infiltration dans le sol et l'évapotranspiration. Donc, comme dit, l'idée de la non-linéarité, c'est que le processus va dépendre de l'état d'humidité. Pour l'évapotranspiration, c'est la problématique de l'évapotranspiration potentielle contre l'évapotranspiration réelle. L'évapotranspiration potentielle, pour faire simple, c'est la demande atmosphérique. C'est-à-dire qu'en gros, en fonction de la thermodynamique de l'atmosphère, pour retrouver un espèce d'équilibre thermodynamique, l'atmosphère va avoir besoin d'une certaine quantité d'humidité. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évaporation potentielle, c'est la demande atmosphérique. Ce qui va vraiment en fait revenir à l'atmosphère, ça dépend de l'état d'humidité de ton système. Si le système il est assez humide, qu'il y a un stock important, la demande de l'atmosphère va être respectée parce qu'il n'y a pas de limitation. En revanche, quand tu es dans des situations de stress hydrique, le stock est faible, l'atmosphère va recevoir moins que ce qu'elle demande. Donc on voit que en fonction de l'état d'humidité du bassin versant, ça va jouer sur ton phénomène d'évapotranspiration. Donc c'est vraiment intrinsèquement un processus non linéaire. Pour l'infiltration, le principe c'est un peu différent. La capacité d'un sol à transmettre de l'eau va dépendre de son état d'humidité. Si je vous dis qu'un sol humide transmet plus qu'un sol sec, je pense que ça ne va pas vous choquer. Mais ça veut dire qu'en fait, en fonction de ton état d'humidité du sol, la transmission va être plus ou moins simple si tu es dans des conditions sèches ou humides. Et du coup, ça veut dire que l'histoire de ton bassin versant va jouer sur sa réponse, puisque en fonction des cycles de précipitation et d'évapotranspiration, tu peux avoir des humidités qui sont très différentes avant une précipitation, et pour une même précipitation, avoir des réponses qui sont complètement différentes. Ce qui est important, c'est de regarder vraiment le profil de saturation là, parce qu'en fait, ce profil de saturation, en fonction de l'état et de l'histoire, comme vient de dire Sylvain, de votre bassin, vous n'aurez pas du tout forcément la même forme de profil de cette teneur en eau dans le sol. Et du coup, ça ne va pas induire les mêmes vitesses d'écoulement de l'eau dans le sol. Et c'est vraiment important parce qu'un même bassin, en fonction de son histoire, ne va pas du tout avoir le même profil de saturation. Et ça va vraiment changer la réaction du bassin en fonction de son profil de saturation. Donc c'est pas juste s'il est sec ou il est humide, mais c'est en plus quelle est la tronche de son profil. Et là, vous avez une représentation sur une colonne verticale de la saturation en fonction de l'élévation. Et il y a un exercice de se faire avec du modèle, mais vous avez ici l'évolution du profil en fonction de la précipitation. Alors il y a énormément de traits, mais concrètement, vous voyez quand il y a de la précipitation que le profil d'infiltration va rentrer. Et dès qu'on arrête la précipitation et qu'on commence à mettre de l'évapotranspiration, le sol va s'assécher en surface. Vous avez une diminution de la saturation ici, et alors qu'en bas, vous avez le profil de saturation qui va continuer à rentrer en fait dans le sol. Donc on peut se retrouver avec des profils qui sont très très compliqués, avec des augmentations de saturation et des diminutions de saturation qui reflètent en fait l'histoire précipitation-évapotranspiration,
avec une dimension propagation sur la verticale qui est intrinsèque au Et par processus rapport à ta d'infiltration. question sur la non-linéarité, là tu le vois bien, parce qu'en fait, c'est même, tu vois vraiment qu'en fait le chemin que va passer donc le profil de saturation ne revient jamais à son état donc, de départ. Donc du coup, on est vraiment très linéaire. C'est pas juste, donc c'est pas proportionnel, mais en plus, ça va être vraiment lié à ce qui s'est passé en aval. Et du coup, tu n'auras jamais profil de saturation qui va vraiment passer exactement par le même état en fait. On va jamais revenir à l'état T0. Jamais exactement la même position. Il n'y a pas vraiment d'état permanent dans le non-sat parce qu'en fait, l'état permanent, ce serait ce qu'on appelle l'hydrostatique, une charge constante, mais tu n'arrives jamais en fait à attendre suffisamment longtemps pour atteindre ce régime permanent. Du coup, comme on a que 30 minutes, Non, mais ça, faut que tu le montres. Faut que tu expliques quand même ça. Faut que j'explique ça? Non, avant. Ça. Ouais. Alors sur l'infiltration, il y a un autre problème. Sur l'infiltration, il y a un autre problème, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des phénomènes d'hystérésis. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec ce vocabulaire. Le principe de l'hystérésis, c'est qu'en fait, dans le sol, si le sol s'humidifie ou si le sol s'assèche, tu vas avoir des changements de caractéristiques qui ne sont pas les mêmes. Donc tu vas avoir une relation entre la capacité du sol à transmettre de l'eau et l'humidité qui va être différente quand le sol s'humidifie et quand le sol s'assèche. Et donc du coup, ça fout le bazar, parce qu'en fait, quand on essaye, nous, de modéliser après le comportement de ça, il faut être capable de dire, quand ça mouille, un bibichon, je vais suivre ce chemin-là, et puis quand je m'assèche, je suis un chemin différent. Là, vous avez une représentation qui est assez simplifiée. En fait, il n'y a pas que l'enveloppe extérieure. Généralement, dans le sol, il y a des sous-cycles d'hystérésis, et donc du coup, tu peux bypasser certaines choses. C'est-à-dire que si tu t'humidifies jusqu'à un certain point, quand tu réhumidifies, tu vas retendre vers l'enveloppe superficielle, mais en faisant un shortcut à travers cette courbe-là. Donc du coup, ça fait que tu as quasiment une infinité de chemins possibles en fait, dans l'enveloppe extérieure. Et ça, à modéliser, c'est l'enfer. Parce qu'en fait, il faut à chaque fois vérifier où est-ce que tu en es dans l'état de ton système et savoir après par où tu remontes ou par où tu descends. Donc ça, c'est un truc qui est intrinsèque aux propriétés à la dynamique de la zone non saturée. Et ça, à modéliser, il n'y a pas beaucoup de gens en fait, qui s'emmerdent à le faire parce qu'encore une fois, c'est très compliqué. Physiquement et numériquement. C'est dû au fait que les pores et leur capillarité ne se remplissent pas de la même manière Ouais. Ce qu'on appelle la pression en humétation quand ça s'hume. Ouais. En fait, ce qu'on appelle, c'est la pression d'air. Et en fait, le contact entre l'air et l'eau dans ton pore, en fonction de comment il était saturé, il ne va pas du tout avoir la même réaction. Et c'est pour ça qu'en fait, du coup, tu as vraiment des chemins qui sont différents. Vous êtes bon ou vous êtes largué là? Il y a Olivier qui rigole. C'est bon? Oula, prévision. On en parlera plus tard. La prévision, comment on fait? On va parler de modélisation après. La prévision, en fait, ça dépend de ce que tu veux prévoir. Si tu veux prévoir un débit à l'exutoire du bassin versant, généralement, la zone non saturée, tu la simplifies grandement et tu ne vas pas rentrer dans un niveau de détail où tu représentes l'hystérésis. Après, si tu travailles à l'échelle d'une colonne de sol expérimentale ou sur le terrain et où tu sais qu'il y a des problèmes d'hystérésis et tu sais que finalement, ce que tu cherches à prévoir dépend de ce genre de truc, il faut que tu le mettes dedans. Et là, du coup, tu perds des cheveux et tu essaies de le mettre dedans. En fait, il y a des processus. Mais le principe du modèle, c'est de. Enfin, ça, c'est ce qu'on essaiera de vous dire, c'est qu'en fait, le modèle, ça dépend de la question que tu cherches à traiter. Et après, si tu en as besoin, il faut que tu te le mettes dedans. Et là, du coup, Et en fonction de la question, en fait, tu ne vas pas utiliser le même modèle, parce que c'est juste un truc de puits débit. Au final, pourquoi ils peuvent un peu shifter, en fait, s'ils veulent regarder la crue, ils peuvent un peu shifter la zone non sat. Et c'est pas très grave, parce qu'en fait, ils vont faire des moyennes plutôt mensuelles, et choses comme ça. Alors que par contre, si tu veux regarder ce qui se passe en biogéochimie, et que tu veux pas t'occuper de la zone non sat, généralement, tu n'y arrives pas trop, quoi. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans la zone non saturée qui sont très, très importantes et qui vont vraiment impacter tes mesures que tu vas faire derrière. Par exemple, le nitrate ou le phosphore, etc. C'est vraiment impactant de bien représenter la zone non saturée. On va le dire après, mais en tout cas, c'est vraiment important de savoir quel modèle utiliser pour quelle variable et qu'est-ce qu'on va en faire. Donc là, en fait, généralement, les interactions nappe-rivière, on dit souvent que c'est assez simple. Vous mettez un capteur. Alors ceux qui ont vu la présentation que j'ai vendredi de H+, ils vont s'ennuyer, mais bon, c'est pas grave. Du coup, en fait, quand on met un capteur dans la rivière et un capteur dans l'aquifère, on peut se dire, c'est simple, on nous a expliqué tout à l'heure que l'eau, elle est feignante et qu'elle va aller d'un point haut vers un point bas. Donc dans ce cas-là, c'est la nappe qui va alimenter la rivière. Donc jusque-là, c'est assez simple. Là, je vous ai mis des vraies chroniques sur l'Orgeval, en fait, de mesures de hauteur d'eau dans la rivière et des mesures dans l'aquifère.
Donc là, ce que vous avez, c'est les basses eaux, et ici, vous allez souvent avoir soit des événements extrêmes, soit les hautes eaux, donc souvent c'est entre novembre et janvier. Mais par contre, quand vous arrivez dans un événement extrême, bah, c'est un peu moins rigolo, parce qu'en fait, la rivière va monter, la nappe va peut-être monter aussi, mais pas forcément au même moment, et donc vous allez avoir des moments, des échanges qui vont s'inverser. Donc dans ce cas-là, par exemple, c'est la rivière qui va alimenter la nappe. Et souvent en cours, on vous dit les nappes phréatiques, si c'est une nappe captive, c'est une belle droite linéaire, et si c'est une nappe libre, c'est une belle parabole. On va voir qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'en fait, bah, généralement, les échanges de nappes-rivières, c'est quand même lié à l'histoire de la rivière, et quand la rivière va évoluer, donc là, vous avez une modélisation faite avec FLUMI, qui est un modèle donc, de sédimentaire. On peut voir qu'en fait, les sédiments qui vont se déposer en fonction de ce qu'a fait la rivière, comment elle s'est déplacée, vont vous créer des hétérogénéités dans le milieu, avec des dépôts donc, plus ou moins argileux ou marneux. Et donc du coup, en fait, vous allez pouvoir avoir des hétérogénéités dans la plaine alluviale qui vont se définir à différentes échelles, donc de l'échelle par exemple kilométrique jusqu'à l'échelle centimétrique. Et tout ceci va avoir des incidences sur les flux d'eau que vous allez calculer derrière. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, on s'est dit, mais on va voir quelle influence ça va avoir. Donc là, on a pris une rivière et on va la simuler avec FLUMI, et en même temps, on a simulé l'hydro pour voir la conséquence que ça va avoir sur les vitesses. Et donc là, vous voyez qu'on part sur un temps donc 0, où vous voyez la rivière, et là, la plaine alluviale avec ses différentes vitesses. Donc plus c'est rouge, plus ça coule fort, et plus c'est bleu, moins ça coule fort. Et donc après, on a fait donc ça à différents pas de temps, avec les différents dépôts, pour voir comment ça allait influencer donc les flow pass, donc les écoulements d'eau dans la plaine alluviale. Et on voit qu'en fait, bah, je ne sais pas si ça faut redémarrer ou pas. Non. Bon, en tout cas, ça peut pas redémarrer, mais en tout cas, vous voyez bien qu'en fait, en fonction donc, de la rivière et de son histoire, on va vraiment avoir des écoulements qui vont être vraiment très différents. Et c'est vraiment lié aux hétérogénéités au sein de la nappe. Le deuxième cas que je voulais parler, c'est aussi que donc en ce moment, on parle surtout des périodes de sécheresse, des rivières qui sont à sec. Et donc là, on n'a pas encore mis en fait ce qui va se passer en surface, mais déjà en souterrain, c'est aussi compliqué à regarder, parce que là, vous avez donc les échanges nappes-rivières. Donc là, vous avez ce qu'on appelle l'état connecté. Alors faites attention, en hydrologie et en biologie-chimie, quand on dit connecté, ça n'a pas du tout le même sens. En biologie-chimie, connecté, ça veut dire qu'il y a une interaction entre les deux. En hydro, en fait, vous pouvez être déconnecté, et pourtant, vous avez comme un débit qui passe entre les deux. Mais la différence qu'on va avoir, donc là, vous avez l'effet connecté, donc soit la rivière alimente la nappe, soit c'est la nappe. Et puis là, vous voyez, vous avez une zone non-sat qui commence à apparaître sous la rivière. Et ici, là, vous avez une zone non-sat encore plus conséquente. Et donc, il y avait Philippe Brunner qui avait regardé comment ça se passait. Donc, il avait fait un cas où, là, en fait, vous êtes bien linéaire. Donc, c'est vraiment la loi de Darcy que vous pouvez appliquer. Donc, c'est l'état connecté. Après, vous arrivez dans l'état de transition où la zone non saturée va jouer un jeu. Et comme vous avez dit tout à l'heure, Sylvain, plus vous êtes sec, moins l'eau va passer, parce que la perméabilité va descendre. Et puis après, on arrive à ce qu'on appelle un état déconnecté. Et donc, quand on dit déconnecté, c'est qu'en fait, le flux d'eau va seulement être lié à la gravité. L'eau va tomber entre la rivière et l'aquifère par effet gravitaire, et c'est pour ça que vous arrivez à un débit max. Et donc, vous resterez à ce débit max parce qu'en fait, les forces de résistance liées à la perméabilité de la zone non saturée ne vont plus permettre en fait avoir le gradient de charge qui va jouer dans l'écoulement, mais il n'y aura plus que en fait, le terme gravitaire. Sauf que, en fait, bah, ça c'est le cas simple. Il est tombé sur un cas, il a eu la chance, il a mis des paramètres qui lui donnent ces courbes-là qui sont très simples. Et donc on a testé en modèle expérimental et aussi en modèle numérique, en prenant différents paramètres. Donc les paramètres dans la zone non saturée, souvent on parle des paramètres de Wegener-Todd, mais il y en existe plein d'autres. Et on a regardé comment ça se passait si on changeait la perméabilité du milieu à saturation et les paramètres de Wegener-Todd. Et on a calculé, pareil, les flux d'échange entre la nappe et la rivière. Et on a vu qu'en fonction en fait, du profil et de l'histoire de votre nappe, donc si vous la drainez plus ou moins vite, vous n'allez pas avoir le même profil de saturation, et du coup, vous n'aurez pas les mêmes échanges nappe-rivière. Donc on arrive à retrouver les courbes de Brunner pour certains paramètres, quand vous êtes dans ces cas-là. Et en fait, vous avez les petits points là qui correspondent au profil. Et donc si vous regardez au point A, où là on a un maximum et après un débit qui rediminue, vous voyez que les saturations sont quasiment en fait, très très planes. Et surtout sous la rivière, en fait, on ne va pas avoir de gros gradients. Alors que dans le cas B, vous allez voir vraiment un gradient avec une désaturation qui va être moins franche sous la rivière. Donc du coup, votre débit, pendant la période de transition, va continuer à couler en fonction du gradient de charge. Alors qu'en fait, quand vous allez arriver dans ce cas-là, en fait, très vite, vous allez choper un maximum et vous allez redescendre parce qu'en fait, la zone non saturée va jouer son rôle le plus important et vous allez avoir la perméabilité qui sera moins forte
Et donc c'est pour ça que ça vous explique que vous avez une diminution du débit avant d'atteindre une valeur seuil. Donc du coup là ce qu'on voit c'est qu'il y a des processus qui sont non linéaires et on va avoir aussi des valeurs seuil et ça arrive dans beaucoup de processus. Sylvain vous en montrer un autre après. D'ailleurs, maintenant. Donc on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails sur les interactions sol-plante, mais voilà, je vous ai parlé un peu d'évapotranspiration. Le continuum au sol-plante, c'est un autre compartiment qui est hautement linéaire. Donc Marie-Claire en a parlé un peu hier. Quand on prend un végétal, un arbre, en fait, il y a un lien très fort en fait, entre le prélèvement racinaire qui va du coup prélever de l'eau dans le sol superficiel et tout un tas d'autres processus, notamment la photosynthèse. Et le prélèvement qui va être fait par le végétal va être fait en fait pour relarguer de l'eau, enfin par le processus de photosynthèse, vous allez avoir de l'eau qui va être relarguée par transpiration au niveau des stomates. Donc vous avez un lien très fort entre les conditions en fait, de l'atmosphère en termes d'énergie, le rayonnement incident, donc l'énergie qui est disponible par la plante pour faire de la photosynthèse, la concentration du carbone et finalement son comportement vis-à-vis de l'eau, le prélèvement racinaire et le transport hydraulique dans la plante. Les histoires de photosynthèse et de réponse des stomates, comme je disais, ça dépend de plusieurs variables. Donc il y a des histoires de taux d'assimilation de carbone au niveau de la photosynthèse. C'est lié directement à la concentration de carbone dans la feuille et donc aussi à la concentration de carbone dans l'atmosphère. C'est directement lié à l'humidité du sol, puisqu'en fait, quand il n'y a plus d'eau en fait, dans le sol, bah, naturellement, le végétal va avoir tendance à fermer ses stomates pour limiter la transpiration, puisqu'il arrive à, entre guillemets, à sentir avec ses racines qu'il y a peu d'eau disponible. Donc c'est vraiment des phénomènes non linéaires. La photosynthèse elle-même est à seuil, ça dépend en fait d'enzymes qui sont disponibles et de la disponibilité de la lumière aussi. Et puis des fois, il y a des ruptures en fait, de la circulation qui sont liées avec la cavitation. La cavitation, en fait, les végétaux ils vont transporter l'eau en fait, dans des espèces de tubes. Et dans certaines conditions de très forte température ou de très forte sécheresse, il y a de la cavitation qui va se produire. La cavitation, c'est l'apparition de bulles d'air en fait, dans ces tubes qui vont en fait, casser le transfert qui vont arrêter finalement le transfert d'eau, de sève, dans le végétal. À partir du moment où il y a de la cavitation qui se produit, eh bien, il y a une dégradation finalement du fonctionnement écophysiologique de la plante qui peut conduire, si ça se maintient ou si ça se développe, à sa mort. Donc effectivement, comme dit Jérôme, il n'y a pas, dans les premiers graphes là qu'on vous a présentés, il n'y a pas la végétation. Enfin, au départ du cycle de l'eau, il y avait l'évapotranspiration. Dans le graphe simplifié, très hydro, il n'y avait pas la végétation, mais se surimpose sur tout ce dont on a parlé, vraiment le continuum eau, sol, plante, atmosphère, on va dire, Et surtout, qui est hyper important pour l'humidité et pour le bilan énergétique sur les surfaces terrestres. Et si vous avez déjà fait, il faut savoir que les courbes qu'on vous a montrées tout à l'heure, en fait, elles vont être perturbées parce qu'en fait, les plantes, en fait, elles peuvent puiser dans de l'eau qu'on dit qui est très attachée. En fait, l'eau va avoir des forces qui vont être très attachées au solide. Et les plantes, avec leurs racines, elles arrivent à sucer dedans. Donc tous les problèmes de succion qu'on peut avoir dans la zone non saturée, si vous avez des plantes, et en fonction du type de plante, ils vont être plus forts, en fait. Et surtout, ils vont pouvoir aller plus loin. Donc en fait, si vous avez en plus des productions de blé et de maïs, et après un sol qui est nu, les lois qu'on a montrées non linéaires sont encore d'autant plus non linéaires parce qu'il y a la végétation qui va rentrer en compte. Et par exemple, ce qu'on appelle la saturation résiduelle, eh bien, elle va varier en fonction de votre végétation parce que la végétation va pouvoir pomper dans cette eau qui va rester accrochée au solide. L'hydrogéophysique. Bon, l'idée c'était de vous montrer quelques mesures moins conventionnelles. L'hydrogéophysique, on va passer parce que demain, vous aurez des experts qui vous parleront de tout ça. L'idée de la géophilie, Nolwenn, Marie-Claire en a parlé, on est capable avec différentes techniques, là vous avez un exemple avec la sismique, de cartographier certaines propriétés du milieu souterrain. Ça c'est une des problématiques de l'hydrogéol, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il y a sous nos pieds et pourtant c'est souvent ce qui nous intéresse. Donc l'hydrogéophysique en grande partie permet en fait d'avoir de l'information spatiale sur les caractéristiques du milieu souterrain. Et après, il y a tout un tas d'autres mesures moins conventionnelles que ce qu'on vous a présenté au tout début, là, des billes, piezo, qui permettent d'avoir de l'information sur la réponse du système. Il y a énormément de choses qui se font aujourd'hui avec de la télédec ou avec des mesures aéroportées par drone, notamment sur des aspects de thermique. Cartographier la thermique, ça permet souvent d'avoir de l'information en fait, sur les processus hydro. Typiquement, l'eau qui est souterraine, c'est de moins en moins vrai, mais l'eau souterraine, généralement, elle a une température qui est relativement basse et relativement constante dans l'année. Et donc, en fonction du moment de l'année où vous mesurez, typiquement en été, si vous identifiez par la thermique des spots dans votre rivière d'eau froide, par exemple, ça peut être synonyme
d'une exfiltration d'eau souterraine qui va être plus fraîche. Après, il y a plein de choses qui sont faites pour la mesure d'humidité du sol. Pour les aspects éco-physio, réponse de la végétation, bah, vous allez le voir sur le string bar en vous baladant. Il y a des capteurs de flux de sève qui permettent d'estimer la transpiration des végétaux. Avec Jean-Martial, j'imagine, qui vous parlera de ce que c'est qu'une tour à flux. Il y a d'autres techniques comme les scintilomètres. Donc n'hésitez pas à poser des questions à Jean-Martial pendant le TP, puisque c'est plus dans son domaine de compétences que dans le nôtre. Et puis après, il y a tous les aspects bio-géochimie, où finalement, les signatures des eaux de surface peuvent vous apporter des informations sur des temps de résidence, sur des chemins de l'eau. Et du coup, ça permet aussi de mieux comprendre en fait, comment l'eau circule dans un bassin versant ou dans un système hydrogéologique. Donc encore une fois, on n'a pas le temps de tout vous faire, puisqu'il va falloir qu'on bascule du coup sur la modélisation, qui était dans le carnet de commandes. C'est quoi le type de sol idéal pour retenir l'eau et... Idéal. Idéal. En fait, les sols, la capacité à retenir de l'eau, ça va être directement lié en fait, aux proportions En fait, il y a des classes, il y a les limons, les argiles et le sable. Donc en fait, les pédologues en fait, cartographient, répertorient les différents types de sols, souvent à partir de la proportion de ces trois classes, on va dire. Pour faire simple, plus tu vas avoir des particules fines en fait, dans ton sol, plus les effets de capillarité vont être importants, et donc plus la capacité du sol à retenir de l'eau va être importante. Après, la zone monsade, c'est casse-pied, parce qu'en fait, plus tu vas avoir des molécules fines, plus tu vas avoir une capacité à retenir de l'eau, mais en même temps, tu vas avoir une capacité à transmettre de l'eau qui va être plus faible. Donc tu as toujours en fait un espèce t'as toujours une variation soit de la capacité à retenir, soit de la capacité à transmettre. Et en fait, dans la réponse de ton bassin, c'est pas du tout la même histoire si tu as un sol qui transmet très fort et qui retient peu. Et si tu as un sol qui retient beaucoup et qui transmet peu, ça va te donner encore une fois des réponses qui sont complètement différentes à la pluie. Typiquement sur le string bar, sur les parties hautes, sur la crête, on a des sols qui sont assez drainants. Donc peu de rétention, grosse capacité à transmettre. Et donc du coup, ça va donner une réponse où l'eau qui va tomber sur les parties hautes va très rapidement débouler dans la zone saturée qui est proche de l'exutoire. S'il y avait une proportion de particules fines beaucoup plus importante dans le bassin, la réponse serait complètement différente et la disponibilité pour la végétation serait différente et sur l'Orgeval, tout change. par exemple, on a des limons, des argiles et des sables. Et en fait, quand il y a des argiles, il y en a qui me disent « mais c'est bizarre, j'ai 80% de saturation, je comprends pas, il n'y a pas d'eau qui coule ». Mais en fait, quand tu as un argile, ça va garder de la saturation, mais c'est pas pour ça que tu auras de l'eau disponible, quoi. Et du coup, les gens disent c'est des courbes de saturation bizarres, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que comme il y a de l'argile, du coup, tu vas rester saturé vraiment proche de la surface, mais pourtant, l'eau s'écoule pas. Donc, une modélisation flash. On voulait reprendre les principes de base de la modélisation parce que, alors on n'aura pas le temps de tout vous raconter, mais il y a quelques éléments qui sont, où on est raccord avec Agnès, et ça nous semble vraiment important d'appuyer en fait sur ces aspects-là. Vous n'allez peut-être pas être tous des développeurs de modèles, plutôt des utilisateurs. Il y a vraiment des principes pour nous qui sont vraiment hyper importants sur lesquels on va insister un peu dans le prochain quart d'heure ou les prochaines 20 minutes. Surtout, on aimerait bien que vous ayez après un esprit critique quand vous lisez des gens qui vous disent j'ai modélisé. On aimerait bien surtout vous transmettre un peu des critiques à faire parce qu'il y a plein de gens qui font du modèle, mais en tout cas à mon sens, et je pense que Sylvain aussi, des modèles qui en fait au final c'est joli, ça fait des beaux papiers, mais en fait ça sert à rien. Oh! Parce qu'en fait, non mais c'est vrai en fait. Donc surtout là on vient d'une communauté d'observateurs, donc c'est pour ça qu'on va essayer de vous donner quelques liens pour vraiment que vous compreniez pourquoi on pense ça et pourquoi c'est important de faire attention à ce qu'on dit, parce qu'en fait, tous les politiques écoutent quand même les gens, et donc il ne faut pas dire n'importe quoi avec n'importe quel modèle. Parce qu'on peut dire n'importe quoi, moi aussi je peux faire tourner un modèle et raconter ce qui se passe à des échelles énormes. Mais, Je suis d'accord. Il n'y a rien de pire qu'un quelqu'un qui fait de la modélisation, qui fait tourner le modèle et qui ne se pose pas de questions. En tout cas, c'est ce que je dis à mes étudiants de l'ENGES, parce qu'un modèle, concrètement, on peut lui faire dire ce qu'on veut, à peu près ce qu'on veut. Donc, principe de base. C'est quoi un modèle? Donc ça, Marie-Claire en a parlé rapidement hier. C'est hyper important dès le départ de comprendre qu'un modèle, c'est une représentation schématique et simplifiée d'une réalité physique. Ça, c'est une définition très générale. C'est-à-dire qu'en gros, on observe quelque chose, on veut représenter une expérience de terrain, on a une idée de comment ça fonctionne, et donc, derrière, on va développer un modèle qui permet de représenter cette dynamique. Mais dès qu'on projette une idée de comment ça fonctionne, ça va être simplifié, ça va être schématique, et de façon générale, quand on traite du milieu naturel, le milieu, il y a tellement de complexité en fait, dans les processus, dans les caractéristiques du milieu, que de fait, on va avoir une approche qui est simplifiée.
Et même le meilleur modèle physique, de toute façon, est simplifié. Il n'y a pas un modèle en fait, qui n'est pas simplifié. À chaque fois qu'on pose des équations, l'équation de Darcy, derrière il y a des hypothèses. On suppose que le milieu poreux va répondre de telle façon. On pose une équation dessus, on résout Darcy. Vous pouvez faire un super modèle hydrogéologique sur Darcy. Si pas de chance, vous travaillez dans un contexte où Darcy n'est pas applicable, votre modèle il est pourri, vous pouvez le mettre à la poubelle. Typiquement, appliquer du Darcy dans le milieu karstique, si tout passe par des conduites, alors il y en a qui le font, on peut trouver des chemins de traverse, mais concrètement, Darcy n'est pas fait pour représenter des écoulements karstiques. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui font Darcy dans du karstique font de la merde, mais ça veut dire que si tu fais Darcy dans du karstique, il faut quand même que tu te poses la question de savoir comment tu vérifies, comment tu juges, comment tu as fait pour que ton modèle il représente quelque chose qui veut dire qui correspond à ce que tu observes. Donc en fait, un modèle c'est une boîte. C'est important. Hein? Oui, tu vas parler des sorties. Ouais, t'inquiète, on y va. Un modèle c'est une boîte qui va faire la relation entre des entrées et des sorties. En fonction du type de modèle, en fonction de la question que vous posez, les entrées et les sorties peuvent être différentes. Moi, si je fais de l'hydro, ce qui va m'intéresser, c'est débit dans les cours d'eau, hauteur dans les nappes phréatiques. Et en entrée, ce qu'on va prendre, c'est la pluie, l'évapotranspiration, peut-être d'autres variables climatiques, la température, le rayonnement, ça dépend du degré de complexité que je vais mettre dans mon modèle. Et après, dans le modèle, il y a des relations. Il y a des équations, ça peut être des équations simples, ça peut être des équations qui sortent de la mécanique des fluides, ça peut être Darcy, ça peut être une exponentielle décroissante, ça peut être une relation linéaire, ça peut être ce que vous voulez. Mais dedans, il y a des relations qui vont vous permettre de traduire l'évolution des sorties en fonction des entrées. Et caché derrière, il y a ce qu'on appelle des paramètres. Quand on utilise l'équation de Darcy, elle vous a parlé de perméabilité, elle vous a parlé de coefficient d'emmagasinement, c'est ce qu'on appelle des paramètres. Et le souci qu'on va avoir au bout d'un moment, c'est que le paramètre, il va falloir le rentrer dans le modèle pour pouvoir le faire tourner. Et c'est là où on commence à se gratter la tête de savoir qu'est-ce que j'ai comme mesure à disposition. Est-ce que mon paramètre il est variable dans l'espace? J'ai 3 mesures ponctuelles toutes moisies, comment je fais pour simuler ou caractériser la perméabilité sur l'ensemble de mon bassin versant? Donc là, une fois que vous ouvrez cette boîte-là, il y a énormément de questions qui se posent derrière. Mais gardez bien à l'esprit qu'un modèle, c'est toujours schématique et simplifié. Et donc du coup, quand on a des résultats de modélisation, généralement, il faut se poser des questions et rétro-pédaler, prendre un peu de temps pour se dire qu'est-ce que j'ai fait comme hypothèse, quel paramètre j'ai utilisé, quel modèle j'ai utilisé, avant de dire je fais du modèle, c'est génial, le modèle, il m'a donné la vérité. Les modèles numériques, tu vas-y, tiens, ça c'est Tadia, c'est toi qui parles. C'était pas prévu, mais bon, c'est Tadia, donc tu dois savoir le. Bon. En fait, on dit pourquoi les modèles numériques? Et ça, souvent, c'est une question qu'on nous pose. Pourquoi vous faites des modèles? À quoi ça sert? Donc, généralement, ça nous permet quand même, parce que surtout maintenant qu'il y a de l'IA, en fait, souvent les gens nous disent, mais en fait, pour moi, l'IA, c'est aussi un modèle. En fait, dans les modèles, on met tout. À partir du moment où vous mettez une équation, vous essayez de traduire ce qui se passe sur le terrain, c'est un modèle. Et donc, ce qui est positif, c'est qu'en fait, on peut avoir des systèmes très complexes. On peut tester plein d'hypothèses, on peut essayer de regarder, on peut utiliser le modèle comme une base de données, par exemple quand on fait la prédiction, pour savoir comment les nappes vont évoluer, comment les échanges nappes-rivières vont évoluer. Et on peut simuler ce qu'on appelle des scénarios ou des trajectoires. Donc les scénarios, par exemple, c'est les scénarios climatiques, les trajectoires, c'est par exemple si je suis dans un endroit qui est très agricole, on va changer les pratiques agricoles et qu'est-ce qui va se passer. Donc il y en a d'autres trajectoires, mais c'est un type de trajectoire. Donc les points négatifs, je pense que Sylvain vous l'a dit, il vous l'a martelé, c'est un modèle qui est simplifié, c'est un outil qui a une raison d'être pour une question scientifique, mais pas forcément applicable partout. Et en fait, ce que j'ai marqué, déchets entrants égale déchets sortants, si vous avez des données qui sont pas bonnes ou qui sont pas qualifiées, qui sont pas validées, qui sont mauvaises, et votre modèle sera aussi mauvais. Et c'est pour ça que les modélisateurs, souvent, on est beaucoup à venir dans la communauté de la modélisation, on est venu vers la communauté en fait, des observations parce qu'on sait que si on ne sait pas comment on acquiert une donnée, on peut faire n'importe quoi. Et donc il y a beaucoup de données, en fait, à la fin, on galère à verser un modèle, et au final, si les données sont mauvaises, en fait, le modèle sera mauvais aussi. Donc c'est pour ça qu'on est beaucoup de modélisateurs à être venus, et à venir aussi dans Oscar, parce qu'on a intérêt à savoir comment ils mesurent la donnée et comment elle est qualifiée. Et je vous ai mis un truc en rouge, quand généralement vous voyez une droite, que en fait, entre les simuler et les observer, c'est parfait, vous pouvez vous dire qu'il y a un problème dans le modèle, il y a une connerie. Il vous ment, mais c'est pas possible. Ça, c'est vraiment important. Il y a toujours un point qui déconne parce qu'on a... Et donc, quand c'est vraiment une droite bien linéaire, il y a un problème. Il faut vraiment lire le papier dans ce cas-là. Donc là, on va présenter aussi... Alors, moi, j'aime pas trop ce mot-là, mais on appelle ça comme ça. On appelle donc les modèles boîte noire, les modèles à réservoir et les modèles à base physique. Donc, les modèles boîte noire, c'est ceux qu'on dit que normalement, on ne comprend pas ce qu'il y a dedans. Donc, par exemple, on parle de l'IA, du traitement du signal. En fait, maintenant, quand même, on arrive quand même à savoir ce qu'il y a dedans. Et généralement, c'est toujours un homme qui a écrit ce code, donc on sait quand même ce qu'il a fait. Bon, il y a l'IA qui écrit tout seul des codes, mais bon, quand même.
Et donc généralement, c'est plutôt une approche qu'on va faire à grande échelle, que ça du bassin versant. Donc c'est simple et robuste et efficace. Par contre, vous ne pouvez pas comprendre les processus. Quand vous faites de l'IA, généralement, vous allez avoir des prédicteurs et il va vous apprendre comment en fait, votre variable va varier en fonction des prédicteurs. Mais il est incapable de vous dire est-ce que c'est l'evapotranspiration, est-ce que c'est les végétaux, est-ce que c'est la zone non saturée, est-ce que c'est la mer, etc. Il va juste vous dire avec ça, je te produis ça. Mais vous ne savez pas pourquoi. Et c'est pas totalement vrai parce qu'il y a d'autres IA maintenant qui existent, mais bon. Dans les modèles à réservoir, c'est par exemple un des modèles les plus connus, quand même, je pense que tout le monde connaît, c'est GR4J. Donc là, en fait, vous allez avoir différents réservoirs et vous allez mettre en fait des fonctions de transfert d'eau entre chaque réservoir et aussi des seuils. Donc ce qu'on va appeler des modèles à réservoir avec des cascades de Nash, etc. Donc ça, c'est assez robuste aussi. Ce qui est bien, c'est que ça tourne hyper vite. Donc c'est pareil, les processus, on ne les a pas tous. Il y en a certains, mais on ne les a pas tous. Et donc c'est quand même la variabilité spatiale, généralement, elle n'est pas incluse. Bon, maintenant, ils font des modèles aussi semi-distribués, mais elle est moins incluse que si on fait un modèle à base physique. Dans les modèles à base physique, nous on aime bien parce que c'est ce qu'on fait, mais bon, tous les modèles sont bien. Mais en fait, on résout des équations. Par contre, évidemment, c'est une approche distribuée. Et ça va décrire tous les processus. Par contre, les temps de calcul et le nombre de modèles que vous allez pouvoir faire vont être diminués parce que ça va être beaucoup plus conséquent. Et il nous faut aussi beaucoup plus de données pour pouvoir reproduire des processus. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand on me dit quel modèle tu choisis, moi je dirais que ça dépend de la question. On ne va pas choisir le même modèle en fonction de la question. Donc il n'y a pas un modèle qui fait tout, il n'y a pas un meilleur modèle. Pour moi, il y a plein de modèles différents et chaque modèle a son existence et il y a une raison d'être. Mais surtout, dire mon modèle il fait tout, moi j'y crois pas. Donc on a voulu quand même vous donner aussi un peu de terminologie parce que c'est souvent ce que vous allez rencontrer, même si vous ne faites pas de modélisation, vous allez voir des gens qui vous en parlent un petit peu. Donc on va voir ce qu'on appelle les variables. Donc les variables, c'est ce que vous allez mesurer, les variables d'état, comme une hauteur d'eau, un débit, ce qu'on va appeler des variables. Vous allez avoir aussi, pour chaque modèle, et même pour de l'IA, vous allez avoir des paramètres. Et donc ces paramètres, c'est des choses qu'on va calibrer, qu'on va tester leur sensibilité. Et vous allez voir aussi en bas, en fait, des variables que vous allez produire. Par exemple, des débits d'échange à prière, vous allez essayer de reproduire une hauteur d'eau. Donc ça, c'est vraiment important de retenir ces notions-là, parce qu'après, dès que vous faites un modèle et que vous faites de la comparaison, on va toujours utiliser cette terminologie. On voulait vous parler aussi rapidement, mais je ne sais pas si on a le temps. Bon, vite fait. Vite fait. Des modèles déterministes et les modèles stochastiques. Donc ça, je pense que souvent on vous en parle, et souvent on se dit mais de quoi il me parle, pourquoi son modèle est plus stochastique qu'un autre. Et en fait, donc un modèle déterministe, c'est un modèle où en fait vous connaissez bien les paramètres et vous savez vraiment quels paramètres en fait, et vous l'avez soit mesuré, mais en tout cas vous connaissez les paramètres. Et dans un modèle donc, stochastique, donc là vous avez donc des incertitudes sur les paramètres, vous ne les connaissez pas forcément. Vous avez aussi des incertitudes sur les conditions limites, les conditions initiales. Et vous allez avoir donc plein de sources d'incertitudes qui vont être liées donc, au choix conceptuel que vous aurez fait dans votre modèle. Donc c'est vraiment la différence normalement entre le modèle déterministe et le modèle stochastique. Vous voulez dire plus de choses? Non. Alors généralement on dit les modèles c'est bien qu'ils soient parcimonieux. Qu'est-ce qu'on veut dire par parcimonieux? C'est de ne pas avoir trop de paramètres à calibrer. Si on a trop de paramètres à calibrer, à des fois on va dire que le modèle, en fait, il y a tellement de paramètres que vous pouvez avoir une infinité de modèles qui vont répondre de la même façon. Mais bon, d'un autre côté, plus vous êtes parcimonieux, généralement moins vous représentez la complexité. Donc c'est un peu toujours un choix à faire entre les deux. Donc ça, on vous l'a déjà dit que en fait, les modèles, ça reste toujours incertain. Donc la complexité que vous allez faire dans votre modèle, ça va vous devez pouvoir poser des hypothèses, mais vous devez les tester. À chaque fois que vous mettez une hypothèse dans votre modèle, vous devez le tester pour vérifier est-ce que c'est vrai. Par exemple, si je fais du Darcy dans Bicast, à partir de quand mon modèle racontera n'importe quoi. Et à partir de quand je sais qu'il est valide. Les processus que vous allez modéliser, vous devez pouvoir les comprendre. Si à un moment vous faites un processus, ça marche, mais en fait on ne comprend pas à quoi ça sert, généralement c'est qu'il y a un problème. Et par rapport à ce que Agnès vous raconte, il y a un souci dans les modèles qui ont trop de paramètres, c'est qu'on peut arriver à ce qu'on appelle un problème d'équifinalité. Donc ça c'est du vocabulaire, mais c'est juste, peut-être un jour vous allez rencontrer ça. Ouais. Le principe de l'équifinalité, c'est quand on a plusieurs jeux de paramètres qui donnent un résultat qui est également bon. Typiquement, si on prend la loi de Darcy, vous essayez d'ajuster une valeur piézométrique ou un champ piézométrique. Ça peut arriver que plusieurs cartes de perméabilité et plusieurs cartes de coefficient d'emmagasinement vous donnent la même qualité de simulation. Et alors après, se pose la question de savoir quel jeu est le bon. Et souvent, en fait, on a bien du mal à choisir quand on a peu de variables mesurées, parce qu'il n'y a rien qui peut nous dire si c'est le jeu de paramètre 1 ou le jeu de paramètre 2 qui va être le meilleur. Et c'est lié à des problématiques souvent de surparamétrisation.
Et c'est quelque chose qui peut être réglé en fait avec de l'observation. Si on compare juste sur un bassin versant, on essaye juste d'ajuster le débit. Aujourd'hui, les modélisateurs hydro, ils savent qu'ajuster le débit, je ne vais pas dire que c'est facile, ça dépend des configs, mais c'est relativement facile d'ajuster un débit. Si vous avez 3 mesures de débit dans votre rivière, ce n'est pas la même. Si vous devez ajuster 3 débits, ça devient plus compliqué et il y a moins de jeux de paramètres qui vont être capables de vous donner 3 bonnes valeurs de débit simulées. Et si vous rajoutez de la piezo en incluant la réponse de la nappe, eh ben c'est pareil, vous allez avoir moins de jeux de paramètres qui vont être capables de simuler 3 débits plus des piezo. Et si vous rajoutez de l'évapotranspiration et de la thermique, et de l'hydrogéophysique, et de la géochimie, et des temps de transit, bah, plus vous allez rapporter de l'information dans votre modèle, plus vous avez de chances de trouver un jeu de paramètres qui permet de décrire de façon fiable la réponse de votre système. Et par rapport à ce que vous dit Sylvain, en fait, ce que moi je vous conseillerais, c'est que souvent vous arrivez, vous avez un modèle à calibrer. Déjà, faites des tests avec un modèle simple, sans prendre de répartition spatiale. Parce que pour comprendre comment votre bassin réagit, vous lui mettez la même. C'est pour ça que je vous disais que j'ai marqué qu'il fallait. La complexité doit être introduite de manière progressive. En fait, c'est toujours bien de partir avec des k-tests où vous allez juste stimuler avec, je sais pas, une perméabilité constante partout, par exemple. Et après, vous allez affiner votre hétérogénéité. Parce que sinon, si vous lancez directement dans la calibration, généralement, vous allez faire des milliers de simulations qui ne servent à rien parce que de toute façon, vous savez, vous êtes en dehors des gammes. Donc, j'ai pas le temps. Sylvain m'a dit non, tu fais pas de bayésien, tu leur expliques pas comment on fait ça. Mais en tout cas, avant de faire du bayésien ou n'importe quel modèle d'inversion, c'est vraiment important d'essayer juste de tester votre modèle et comprendre en fait comment les choses vont réagir. Et c'est important aussi de regarder les données que vous avez, parce que ça ne sert à rien de tout tester. Donc tester ce qui était mesuré. J'ai une question du coup, elle vous parle d'inversion depuis tout à l'heure, ça vous cause à tous l'inversion là. Quand elle parle d'inversion, vous êtes tous à l'aise avec ce terme-là? À qui ça parle, l'inversion? La dame, elle parle d'inversion. À qui ça parle pas du coup, c'est tous ceux qui lèvent pas la main. Il y a des gens qui ont levé la main, ouais. Il y a Damien Jougnou, mais parce que c'est son métier. Ouais, peut-être faut que tu leur expliques ce que ça veut dire inverser un modèle. Parce que... En fait, en gros, là, je vous ai mis... C'est vrai qu'on n'a pas... Mince. Ah! Donc en fait, généralement, on prend des modèles, on va prendre des variables et on va essayer de rentrer des paramètres pour avoir des sorties. Mais en réalité, ce que vous allez faire à la fin, c'est avec vos sorties que vous connaissez bien, c'est remonter. Donc c'est ce qu'on appelle le modèle direct. Et quand on essaie de remonter dans l'autre sens, c'est ce qu'on appelle le forward. C'est le modèle indirect, non? Ouais. Le modèle indirect. Et donc quand je parle d'inversion, c'est un peu exagéré ce que je dis inversion, c'est que en fait c'est quand vous faites la chaîne dans le sens inverse. Donc c'est comment on arrive à déterminer les paramètres en connaissant les sorties. Parce qu'en réalité, ce que vous mesurez, c'est les sorties du modèle. Donc on parle d'inversion, de la calibration, d'autres de la simulation de données, mais pour moi ça va un peu dans le même paquet. C'est comment déterminer les paramètres en fonction des sorties. Donc quand je vous parle d'inversion, c'est vraiment ça en fait. Ouais, c'est surtout comment trouver des paramètres qui permettent d'avoir des variables de sortie de votre modèle qui correspondent aux variables qui sont mesurées sur votre système. Alors le choix du modèle se fait en fonction de plusieurs... ça, on vous l'a déjà dit plein de fois en fait. Donc ça dépend de la question scientifique, les données disponibles et aussi l'aspect pratique. Combien de temps? Par exemple, si vous êtes dans un bureau d'études, vous avez que 2 mois pour faire un modèle, vous n'allez pas faire la même chose que si vous êtes chercheur et que... Vous n'avez rien à foutre. Vous avez rien à... Donc là, c'est juste pour vous dire un peu les étapes des modèles. Donc généralement, on va prendre un modèle, on va le développer en regardant la littérature. On va regarder ce qu'on a comme données. Donc là, par exemple, il y a remote sensing, mais c'est surtout données de terrain. Après, on va faire ce qu'on appelle un modèle, donc par exemple un forward model, pour aller après vers les modèles, pour voir si on arrive à valider le modèle. Et donc si on arrive à valider le modèle, on est content, donc on va pouvoir continuer et continuer à faire des scénarios, etc. par exemple. Par contre, si on n'arrive pas à trouver le bon modèle, on va revenir au départ pour essayer de chercher quel autre modèle on va prendre. Et si on arrive ici et qu'on est content, mais par contre on a des nouvelles data, on va utiliser des nouvelles données pour pouvoir valider notre modèle. Donc ça, on va vous le redécrire en plusieurs étapes. Donc là, par exemple, on vous a mis la prévision des crues. La prévision des crues, c'est un peu le modèle le plus simple à comprendre pour n'importe qui. En gros, vous avez une pluie qui tombe, vous mesurez vous avez l'ETP, donc ce que vous avez parlé tout à l'heure, Sylvain, ou l'ETR, vous allez avoir du ruissellement et en fait une infiltration, généralement pour eux c'est un stock qu'ils vont mettre dans le souterrain. Et donc généralement c'est assez simple, donc ça, généralement il y a des prévisions des crues qui sont faites à l'échelle de la France, donc c'est ce que vous avez dans le Vigicru. Ils utilisent leur unité de calcul, ça va être un bassin versant qui va être défini par un point de cours d'eau, donc ils vont souvent mobiliser qu'au niveau de l'exutoire leur débit du bassin. Et ils vont regarder un peu en fonction de la topo et aussi un peu des variables évidemment météo de comment va réagir leur modèle. Donc le meilleur choix, c'est un modèle hydrologique puits débit. Donc, on connaît surtout GR4J qui est vraiment utilisé, mais il y en a d'autres, qui a Gardinas, etc. Et donc la variable d'intérêt, ça va être le débit observé à l'exutoire.
Et donc on va regarder en fonction du ruissellement et de l'alimentation de la nappe comment ce débit va évoluer. Et donc généralement l'échelle temporelle c'est au temps journalier. Donc là par exemple je vous ai mis donc, les entrées, donc là vous avez la pluie, vous avez donc le TP, et donc derrière on va avoir donc, les débits simulés donc, à l'exutoire du bassin versant. Et donc ça c'est très efficace quand on voulait prédire des crues au niveau des rivières. Et pour les crues de débordement. Là c'est un autre exemple que Rémi connaît bien, il faudrait qu'il ait mieux présenté que moi. Donc la question scientifique, c'était d'étudier donc, la ressource en eau en lien avec l'exploitation d'un champ captant avec le dérèglement climatique. Donc là, c'est la nappe d'Alsace. Du Rhin. Du Rhin. C'est la nappe du Rhin. Et donc là, vous avez donc un aquifère qui va être étudié et une partie de l'aquifère avec son bassin versant. Donc le meilleur choix, là, c'est un modèle de distribué qui résout l'équation de diffusivité. Et les variables d'intérêt, ça va être les niveaux piézométriques, la recharge de la nappe et aussi les débits maximum qui vont être pompés. Et donc là, comment ils ont fait leur modèle. Donc, en entrée, ils vont avoir évidemment toutes les entrées donc météo. Ils vont aussi donc, avoir donc, tout ce qui est donc, la géométrie des nappes, la profondeur de votre couche, les débits de pompage. Et donc là, vous avez les forçages, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, les forçages donc, climatiques, donc pluie neigeuse, ETP. Et ensuite, ils vont calibrer donc, la perméabilité de la nappe. Et donc, en plus, ça c'est les pompages que tu as mis ? Non, c'est l'idée de calibrer la nappe pour ajuster des niveaux piezo qui sont mesurés. Voilà, et donc là, vous avez l'erreur, c'est ça ? Ouais. Plus c'est gros, plus c'est petit, mieux c'est. Et donc voilà, donc là c'est un autre exemple en fait où on va plutôt regarder l'hydrogéol par rapport à l'hydro tout à l'heure. Et donc là, en fait, tu préfères que je présente, c'est ça ? Ouais, celle-ci, ouais. Parce que celle-ci, c'est toi qui. Donc, c'est ta slide en fait. Une fois que le modèle il est calé, donc l'idée c'est qu'on a des grandeurs qui sont mesurées, qu'on peut rentrer, comme disait Julien, tchac. Et il y a des grandeurs comme la perméabilité où c'est pas tac-tac. Donc calibration de la perméabilité pour ajuster des niveaux piezo mesurés. L'idée ensuite c'était de regarder l'influence du changement climatique sur le niveau de nappe. C'est un exercice qui a été fait en 2012, donc c'était des vieux scénarios du GIEC. Mais en gros, on peut utiliser du coup les scénarios climatiques. Alors c'est différents modèles de l'époque qui ont évolué. Et à partir de ça, on est capable de regarder à horizon 2050. Là, vous avez une légende qui vous donne le delta sur la nappe, les évolutions de nappe sur le bassin, sur la même zone, avec des zones en bleu où vous avez une diminution finalement de la nappe prédite à l'horizon 2050, et des zones rouges où vous avez, beige, c'est entre le beige et le rouge, vous n'avez pas d'augmentation, et rouge, vous avez des augmentations. Et là, du coup, on en reparlera un peu plus tard, on arrive aux problématiques de scénarios climatiques où vous avez des sorties de plusieurs modèles qui sont différentes, qui vont du coup vous donner des résultats qui sont différents. Vous voyez qu'il y a certains modèles climatiques qui vous disent que ça va assez peu bouger, avec quelques zones où ça va diminuer, parce que là on est globalement très très beige. Et puis il y a des endroits où on vous dit que le niveau de nappe dans Alsace, là, dans la nappe d'Alsace va augmenter, et en fonction du scénario climatique, on a des résultats qui potentiellement sont différents. C'est juste pour vous illustrer le fait que, en fonction de la question, encore une fois, le bon modèle, c'est pas le même. Pluie débit, on peut utiliser des modèles à réservoir très simples, mais on ne va pas avoir accès à certaines informations, notamment le niveau piezo, par exemple, dans un bassin versant, les modèles pluie débit ne sont pas capables de les simuler. Si on veut vraiment s'intéresser à des problématiques de gestion quantitative de la ressource, du coup, il faut aller vers des modèles distribués parce que c'est eux qui vont répondre à votre question. Et si on veut faire de la qualité, un modèle comme ça, par exemple, n'est pas forcément pertinent parce que la zone non saturée, elle n'est pas représentée de façon détaillée. Et comme disait Agnès, quand on veut travailler sur le transfert de nitrates, quand on veut travailler sur les transferts de pesticides, la zone non sat, c'est une zone qui est très réactive parce qu'il y a de l'oxygène, parce qu'il y a de la matière organique, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans cette zone non saturée. Et si on n'a pas la zone non saturée de façon précise sur un modèle comme ça, on ne pourra pas prédire de façon relativement fiable l'évolution de la qualité de l'eau. Donc là, je vous montre juste quelque chose de simple. C'est déjà, quand vous avez un modèle, il faut évidemment calibrer. Donc le principe de la calibration, c'est de vérifier qu'en fait, vos données, vous avez à vraiment les reproduire. Donc généralement, ce qu'on va voir, c'est la droite x est égal à y. Donc là, vous avez les valeurs donc, simulées qu'on peut observer. Et donc le but, et vous voyez bien là, que sur ce modèle-là, par exemple, on n'est pas parfait, quoi. Et c'est vraiment important, c'est pas grave de ne pas être parfait, c'est la réalité. On ne peut pas tout reproduire parce qu'il y a plein de processus qu'on vous a montrés. Donc voilà, le but, en tout cas, déjà de calibrer. Et ça, vous pouvez le faire même avec des codes très simples, c'est du Excel, pour essayer de calibrer un modèle
Déjà, le but, c'est vraiment d'obtenir au moins cette droite, essayer de comparer les observés à des simulés. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, il y a des modèles qui racontent n'importe quoi. C'est dans le sens qu'ils ne montrent pas des courbes qui comparent des simulés avec des observables. Et c'est ça que je trouve dommage. Et c'est pas parce que vous l'avez fait une fois au fin fond de, je sais pas où, sur la Creuse, que ça va forcément bien marcher à Paris ou à Strasbourg. Donc l'approche qu'on va voir pour calibrer les modèles, généralement, donc vous allez avoir votre modèle, vous allez rentrer donc, les conditions limites, que ce soit du pompage, que ce soit des échanges avec d'autres nappes, etc. Les conditions météo, vous allez avoir des conditions initiales, et ça c'est très important, surtout quand vous faites du transitoire, le modèle initial, donc ce qu'on appelle souvent du warm-up, où on va faire chauffer le modèle, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire tourner le modèle, parce que souvent, avant, les papilles, ils essayaient de faire du modèle permanent pour partir, faire rentrer dans les conditions initiales, sauf que maintenant, on a bien prouvé que les conditions initiales sont très importantes, et en fait, de partir d'un régime à l'équilibre, c'est assez compliqué pour pouvoir représenter tous les processus compliqués, dont la zone non saturée. Donc souvent, on va faire ce qu'on appelle une période de warm-up, vous allez faire tourner le modèle, avec des conditions qui ne sont pas forcément les vraies données, mais juste pour essayer d'obtenir au moins l'état T0 de votre modèle. Et donc là, vous allez avoir les mesures de terrain avec donc, les mesures simulées, et donc on va comparer les deux. Et donc, si on va considérer avec ce qu'on appelait les fonctions objectives, donc les fonctions objectives, c'est souvent des critères statistiques qui vous permettent de comparer l'observable et la simulation pour essayer de voir si votre modèle est acceptable. On n'utilise pas forcément les mêmes seuils, hein. Par exemple pour le Nash, souvent on va dire qu'il faut que le Nash soit au-dessus de 0,8. Des fois on n'y arrive pas, ça ne veut pas dire que votre modèle est complètement est faux, c'est juste que c'est pas si simple que ça. Et peut-être que si vous avez fait ceci, ça veut dire que vous n'arrivez pas bien à reproduire les extrêmes maximaux. Il y a aussi, donc on ne vous a pas mis tous les critères, mais il y a aussi le critère de Gupta qu'on utilise pas mal pour les chroniques en fait. Et donc le critère de Gupta, on va vous dire, en fait, il faut arriver le plus proche de 1 pour dire que vous simulez correctement vos time series. Mais en fait, en fonction de votre bassin, là où vous êtes, et bien des fois on n'arrive pas forcément à 1, et ça ne veut pas forcément dire que le modèle est faux en fait. C'est juste que on n'arrive pas à représenter tous les processus. Donc souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc, une période de calibration. Donc on va calibrer sur une période sur les données que vous avez, et vous allez avoir aussi une autre période de vérification, de validation pour valider votre modèle. Pour être sûr que votre jeu de paramètres que vous avez donc calibré arrive à reproduire aussi ce qui va se passer après ou avant. Ça, on va pas avoir ça je vous l'ai déjà montré. Donc, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, là, sur l'Orgeva, donc on avait fait des mesures. Donc là, c'est de l'ERT. Ça nous avait permis, alors du coup, je suis désolée, tout a bougé. Ça nous a permis d'avoir les faciès donc, de la géole qu'il y avait donc, dans l'île La Rivière. Donc là, vous voyez ce que je vous ai parlé tout à l'heure, donc des anciens chenaux de rivière qui sont passés et la rivière actuelle qui est ici. Donc ça vous crée pas mal de hétérogénéité au sein du lit de la rivière. Sur ça, en fait, on avait fait différentes mesures de sismiques. Donc, je ne vais pas vous expliquer tout comment on arrive ici. Je pense que peut-être que Damien vous en parlerait avec Nolwenn demain, mais peut-être pas. En fait, on arrive à retrouver la forme de la nappe avec des mesures sismiques. Et on a fait ça à différentes périodes. Donc, on a fait en février, avril, juin et août. Et donc ça nous a permis d'avoir les conditions initiales. Donc, en fait, on a fait une période de warm-up, par exemple, mais pour essayer de reproduire, par exemple, février 2017, qui va nous servir comme condition initiale de notre modèle. Et après, nos fonctions objectifs qu'on a faites sur notre période de calibration, ça va être par exemple le mois d'avril, et on a aussi des piézos, sur lesquels on peut aussi, parce que je ne vous ai pas tout expliqué, mais en fait, la sismique, on l'a aussi comparée de la piézo. Donc on sait qu'on ne raconte pas tout à fait n'importe quoi, même si on peut dire qu'entre les deux, on ne sait pas comment vérifier, mais on a quand même des piézos dessus qui nous permettent de vérifier. Et donc on a d'abord fait une calibration sur la période donc, entre février et avril, et ensuite on s'est servi donc, des périodes d'après, donc de juin et d'août, pour pouvoir valider notre modèle. Donc on a utilisé donc, la même méthode que je vous ai montré tout à l'heure. Donc les paramètres qu'on a calibrés, c'est la perméabilité et la porosité. Et la fonction objectif qu'on a utilisée, donc j'en ai parlé de plusieurs, là on avait juste fait l'écart au carré entre les mesures et les simulés. Parce qu'en fait, dès que vous avez des variables qui sont différentes de nature, c'est assez compliqué de savoir comment je peux lui donner un sens. Parce qu'on avait donc, des données spatiales, c'était la forme de la nappe, et des données piézo qui étaient donc, le niveau de la nappe en fonction du temps. Donc c'est pas si simple de savoir, alors est-ce que ma fonction objective c'est la meilleure, je sais pas, est-ce qu'il y en a d'autres, sûrement, mais en fait c'est vraiment une question qu'on se pose toujours, plus on a de données, quelle fonction objective on va utiliser et comment on va définir nos critères statistiques. Donc là on avait fait donc, plusieurs réalisations, donc vous les avez tous en grise, hein, ils sont tous dessinés dessus, tous les paramètres qu'on avait utilisés. Il y avait à peu près 1 million de simulations qu'on avait faites pour essayer de vérifier jusqu'où on arrivait à bien reproduire. Et on avait conservé toutes les simulations qui avaient donc, un misfit
qui était donc entre 4 et 7. C'était en fait les misfits les plus faibles que l'on avait sur cette zone, sur cette simulation. Et derrière, en fait, on avait continué la période de validation. Donc on avait fait tourner le modèle sur toute la période pour valider donc, les mesures donc, de piézométriques et les mesures aussi de forme de nappe entre avril, juin et août. Et on a conservé tous les paramètres qui nous permettaient en fait, de reproduire cette forme de nappe et ces données piézométriques. Et donc avant, en fait, on avait un tout petit modèle comme ceci, et avec la sismique, ça nous a permis d'agrandir notre modèle et d'essayer de représenter aussi les formes de nappe. Et donc on a gardé toutes les misfits qu'on avait donc gardées dedans, et on a essayé de simuler pour voir quelle variation ça nous donnait sur les débits d'échange nappe-rivière. Et donc on voit que les ordres de grandeur restent les mêmes. Par contre, il y a certains groupes de paramètres qui ne vont pas nous donner le même sens d'échange nappe-rivière. Défi, c'est toi ou c'est moi? C'est moi. Mais ça va aller vite. Ça, on aura 3 je fais minutes juste pour les celui-là. questions. Ça, je vous l'ai déjà dit en fait. Ouais. Sur comment faire qu'on a différentes données, sur quelles variables, quelles fonctions objectives vous allez utiliser pour les données de différentes natures, différentes. Ça ne va pas être les mêmes mesures spatiales et temporelles, leur représentativité, quel poids on va donner à chaque donnée et à chaque station, et comment définir donc, le poids entre ces différentes mesures. Après, ça, c'est... Ouais, donc après, on voulait lister un certain nombre de... Ça fait un peu catalogue, mais c'est un certain nombre de choses qui nous semblent pertinentes à vous présenter. Sur les aspects hydrogéol, modélisation, il y a plein de questions qui se posent, notamment sur la représentation des processus et les différentes interactions. Comment on fait pour mieux intégrer la végétation, comme disait Jérôme par exemple? Comment on fait pour coupler de l'hydrologie, de l'hydrogéol, mieux avec de la géochimie, avec de l'écophysio, pour essayer de mieux représenter nos systèmes? Donc ça, il y a tout un champ en fait, de développement de modèles, de coupler des modèles existants, parce que dans les différentes communautés, bien sûr, chacun a développé des modèles. Est-ce que c'est plus pertinent de repartir de zéro? Est-ce que c'est plus pertinent de coupler des approches existantes? Et derrière, il y a des questions méthodo, de comment on fait pour l'implémenter, de comment on fait pour tester. Comment gérer aussi parfois l'augmentation du nombre de paramètres. Quand vous couplez deux modèles existants, si vous avez un modèle avec 50 paramètres, l'autre qui est avec 50 paramètres, vous vous retrouvez avec un modèle à 100 paramètres quand vous le couplez. Avec parfois des choses qui sont un peu intriquées. Donc il y a beaucoup d'aspects méthodos sur comment on représente les processus dans les modèles. Avec derrière, toujours un peu caché derrière, la problématique de qu'est-ce qu'on veut faire, à quelle échelle on veut travailler. Quand vous voulez faire la modélisation d'un petit bassin versant ou si vous voulez faire le bassin de la Seine, bah forcément, c'est pas là. Enfin, forcément. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils peuvent tout faire avec leur modèle, mais concrètement, pour nous, ça ne semble pas forcément pertinent d'utiliser le même modèle à très petite échelle ou à l'échelle régionale. Donc il y a toujours la question du choix, soit du modèle, soit comment on représente les processus, avec toujours derrière la question de comment ça va impliquer finalement les résultats de modélisation. Il y a énormément de questions sur l'intégration du dérèglement climatique. Ce qu'il faut bien comprendre, ce que je racontais un peu tout à l'heure, c'est qu'il y a des problématiques vraiment méthodo et de ce qu'on appelle la descente d'échelle. Les modèles climatiques globaux qui vous donnent des prédictions sur ce qui va se passer selon le scénario RCP 2.6, 4.5, 8.5, 6.5, c'est des modèles globaux. C'est-à-dire qu'en gros, ils tournent à l'échelle de la planète, avec une résolution spatiale qui est très grosse par rapport à nous, nos questions. Et donc en fait, les sorties de ces modèles-là, avant d'arriver à modéliser un bassin versant, bah, il faut faire de la descente d'échelle, c'est-à-dire que les sorties du modèle à très grande échelle, ils vont être données à manger à un modèle, ce qu'on appelle un modèle régional, qui va travailler lui à une échelle plus fine, à l'échelle parfois continentale ou à l'échelle d'un pays. Et donc c'est les sorties de ces modèles régionaux qu'on va pouvoir après commencer à utiliser à des échelles qui nous vont nous intéresser. Et le souci qu'on a derrière, c'est que bon, derrière ce passage d'informations, bah, il y a des questions méthodo, mais il y a surtout des questions d'incertitude, parce que un modèle par essence est incertain. Quand vous mettez des sorties incertaines dans un modèle qui est incertain, que vous reprenez les sorties d'un incertain, que vous mettez dans un incertain et que vous faites après des simus avec, bon, je ne peux pas dire que ça ne sert à rien, mais il faut aller vers ce que vous a montré Agnès, c'est-à-dire qu'on ne peut pas produire un résultat simple. Il faut être capable de produire plusieurs résultats en essayant de quantifier l'incertitude. Et ça, c'est un chantier qui est non négligeable, en fait. Donc, on voulait vous parler de ça. Sachant que, du coup, juste pour vous montrer, hein, c'est un petit travail assez simple. Si on prend dans l'exercice DRIAS, donc ça, c'est un exercice qui a été fait par Météo France, de produire en fait des données de pluie, de TP, de rayonnement, enfin toutes les variables climatiques,
dans le contexte de règlement climatique et en prenant comme référence différents modèles climatiques. On voit qu'en fait, on a des modèles globaux qui vont avoir tendance à produire du plus chaud et du moins humide, et des modèles qui vont être plus humides et moins chauds. Et donc forcément, quand on travaille sur l'hydro, la sécheresse, l'inondation, le comportement de la végétation, les temps de transfert, bah, si vous prenez le zozo là qui réchauffe à donf et qui vous produit moins de précipitations, c'est pas du tout la même histoire que si vous prenez le zozo qui est là, qui produit plus de précipitations et qui est moins chaud. Et donc, d'où l'intérêt de faire ce qu'on appelle des simulations d'ensemble. Généralement, l'approche la plus raisonnable quand on est dans un tel niveau d'incertitude, c'est de se dire bah, je ne vais pas prendre un scénario, enfin si je travaille sur un scénario, je vais prendre les sorties de tous ces modèles-là et je vais faire les simus avec tout pour voir l'ensemble du possible dans ma réponse. Et après, si ça vous fait une bande grosse comme ça, vous êtes bien dans la misère, parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas sortir grand-chose de votre modèle, si ce n'est que bah, ça va bouger entre là et là. Et puis si vous avez une bande qui n'est pas trop élargie, vous êtes satisfait et vous vous dites bah, ma prédiction, elle va bouger assez peu, et vous êtes content avec ça. Après, il y a plein d'autres perturbations anthropiques. Les pratiques culturelles, comme disait Agnès, la question d'évolution de trajectoire sur qu'est-ce que ça change si on change le modèle agricole, qu'est-ce que ça change si on change la gestion des forêts. Toute la question de comment on gère l'évolution des prélèvements, les bassines par exemple, mais pas que, l'évolution des besoins en AEP, les évolutions des besoins d'industriels. Il y a des industriels qui exploitent de façon très importante les ressources souterraines, et il y a des exemples de brasseurs par exemple qui sont partis de la nappe d'Alsace et qui se sont exportés ailleurs parce que la ressource elle était plus suffisante ou plus de suffisamment bonne qualité pour qu'ils puissent rester et utiliser cette ressource. Et puis après on aurait pu continuer, mais concrètement ce qui est important à garder à l'esprit, c'est qu'on s'oriente de plus en plus vers des choses qui sont interdisciplinaires. On va essayer de croiser en fait différentes approches. Et donc, voilà, dans les approches de modélisation et dans le processus d'observation, il y a énormément de travail en fait aux interfaces pour essayer de renforcer les approches de modélisation ou mieux caractériser finalement les sites qui nous intéressent. Il y a un point qu'on ne vous a pas dit que je trouve que aussi, qui est assez compliqué pour nous chercheurs, c'est que dernièrement j'ai une réunion avec des gestionnaires de bassins, etc. Qui dans le comprennent Pyrénées. rien. Non, c'est pas qu'ils comprennent rien, c'est qu'en fait, pardon. ce qu'ils me disaient, c'est qu'on parle d'incertitude. En fait, dès qu'il y a des climato-sceptiques, ils vont dire mais si votre modèle est incertain, c'est que vous racontez des conneries, donc on ne peut pas croire ce que vous dites. Et ça, moi, je ne sais pas comment on peut faire pour justement, parce que moi, j'en parlais justement que c'est important de simuler tous les scénarios climatiques et d'estimer ces incertitudes, et donc de savoir comment on peut communiquer, que ce soit avec la population, les gestionnaires, les politiques. Je pense que c'est aussi un point qu'on doit aussi réussir à avancer dessus. Et je pense que c'est aussi une grosse avancée, en fait, comment les hydrologues, les hydrogéologues peuvent communiquer avec les institutionnels, les politiques et les locaux. Et ça, je ne sais pas du tout comment le faire, j'ai aucune solution à vous dire. Comment on peut leur parler d'incertitude sans qu'ils pensent que ça veut dire que notre modèle sert strictement à rien. Et ça, je ne sais pas du tout comment on peut communiquer dessus, comment on peut améliorer la communication pour qu'ils comprennent. Alors peut-être enlever le mot incertitude qui lie vachement à erreur, alors que c'est pas forcément incertitude, c'est pas forcément erreur. Donc voilà, peut-être qu'il y a des gens qui ont des idées pour mieux communiquer sur les incertitudes auprès des politiques.